parlait pas mal de cette frustration autour de la banque et donc on s'est dit essayons de résoudre le problème qu'on a eu nous-mêmes sur ce sujet-là et c'est comme ça qu'on s'est lancé. En 3 ans, seed, série A, série B, donc c'est la plus grosse levée de fonds de la FinTech. Ça paraît beaucoup, 136 millions d'euros, mais en fait c'est relativement peu, parce que c'est un très gros marché, on vise 15 millions de PME, on n'a que 75 000 clients aujourd'hui, donc il reste encore énormément de choses à faire. Devenir une banque, ça demande beaucoup de choses opérationnelles et techniques à mettre en place. Et donc, rester agile, rester une start-up, on appelle ça le Day One Spirit. Il faut qu'on arrive à garder cette frugalité d'une certaine manière et cette envie de vouloir aller vite et efficacement pour, encore une fois, servir au mieux nos clients. Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur s'abonner dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Bonjour Alexandre, tu es le cofondateur de ce qu'on appelle une néobanque, une banque nouvelle génération qui s'adresse aux professionnels, donc Conto. Tout à fait. Tu viens de faire une levée de fonds record en série C de 104 millions d'euros pour aller encore plus vite et plus haut. Nous allons largement y revenir. Alexandre, mais est-ce que je peux te demander de te présenter ? Donc Alexandre Pro, cofondateur et CEO de Conto. On a créé Conto il y a maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans, avec mon associé Steve Hanavi, parce qu'on avait vécu nous-mêmes la frustration que vivent beaucoup d'entrepreneurs et de PME avec leur banque traditionnelle. Quand on a monté notre première société qui s'appelait Smokyo, qu'on avait montée en 2013 ensemble, qui a été rachetée en 2015-2016. Et donc, quand cette aventure s'est arrêtée, puisque la société a été rachetée, on s'est dit qu'on avait envie de retravailler ensemble avec Steve. Et on a passé en revue les frustrations qu'on avait eues en tant qu'entrepreneur. On a parlé pas mal de cette frustration autour de la banque et donc on s'est dit essayons de résoudre le problème qu'on a eu nous-mêmes sur ce sujet-là et c'est comme ça qu'on s'est lancé et assez vite on a vu qu'autour de nous la frustration était partagée et puis voilà. Tu es né à Paris ? Tout à fait. Tu as fait quoi comme études ? J'ai fait une école de commerce qui était HEC et ensuite j'ai fait un MBA quelques années après avoir travaillé dans le conseil à l'INSEAD à Singapour. Ah oui, Singapour. Dans un programme d'échange ou c'était quoi ? Non, c'est l'INSEAD. Oui, ils ont plusieurs. Il y a un campus ce qu'ils appelle le campus européen qui est juste à Fontainebleau, donc juste à côté de Paris, et le campus asiatique qui est à Singapour. Et étant français, j'avais plutôt envie de passer du temps en Asie et d'être dans un environnement un peu différent de ce que je pouvais connaître mieux. Et du coup, j'ai passé la majorité de l'année à Singapour. Tu as bossé directement après ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as bossé où ? Donc j'ai bossé effectivement... Avant de monter Smokyo. Oui, donc j'ai bossé. Donc après HEC, j'ai passé 3 ans et demi chez McKinsey, donc faire du conseil en stratégie, avec une multitude de projets, comme souvent quand on est consultant, dans pas mal de secteurs, pas mal d'industries. Donc moi, je trouve que j'ai fait du retail, de l'assurance, un peu de tech et de télécom aussi, et des problématiques assez différentes, parce qu'il y avait des choses d'amélioration opérationnelle, de stratégie, d'organisation. Donc un peu un bon melting pot de sujets, de problématiques que rencontrent alors plutôt des grandes entreprises, parce que les clients de McKinsey sont plutôt des grandes entreprises, mais qui est évidemment un super moyen de voir plein de choses, d'apprendre plein de choses, de travailler aussi avec des gens très bons, un mix de généralistes et aussi d'experts chez McKinsey, puisque il y a des gens qui ont fait 10-15 ans je sais pas, d'industrie automobile ou 10-15 ans de banque ou de retail, etc. Et donc ce mix de généralistes et de méthodes de travail vraiment efficaces et pour permettre de comprendre vite un problème,
le scinder en plus petits problèmes pour pouvoir résoudre justement les challenges qui sont dans les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment très utile et qui me sert encore aujourd'hui. Mais c'est pas chez McKinsey que j'ai pu voir ou apprendre ni les startups, ni la tech, ni l'entrepreneuriat, évidemment. Et donc après McKinsey, j'ai passé un an. C'est bien parce que tu es en train de répondre à toutes mes questions. C'est parfait. Céline Lazor te le dit. Il est brillant, donc c'est parfait. Écoute, ça t'ennuie pas si je dis oui de temps en temps? Non, voilà. je te laisse me poser les questions. Non, vas-y, c'est parfait. Continue, c'est impeccable. Et du coup, non, je disais après donc 3 ans et demi chez McKinsey, c'est là où je suis parti donc un an à l'INSEAD à Singapour avec l'envie à la fois de prendre un peu de recul, même si j'étais relativement jeune à l'époque, mais prendre un peu de recul sur ce que j'avais envie de faire professionnellement et ce que j'avais plutôt envie de continuer dans une voie, on va dire salariée, pour le dire très vite, ou au contraire d'évoluer dans quelque chose de plus entrepreneurial, voire de très entrepreneurial. Et puis en fait, j'ai fait une transition assez graduelle, parce que je suis passé donc de McKinsey, qui est objectivement très peu entrepreneurial, à on va dire une position un peu avec une jambe entrepreneur et l'autre jambe salarié, puisque j'ai travaillé ensuite pendant 2 ans, 1 an et demi, pour une société qui s'appelait Wimdu, qui était en 2 mots un site très similaire à Airbnb, donc location d'appartements entre particuliers en ligne, qui était une boîte allemande à la base, financée par Rocket Internet, qui était un nom dont on entend un peu moins parler aujourd'hui, mais qui était à l'époque très très actif. Et tout ça. Exactement. Ouais. Et qui a créé beaucoup de belles boîtes tech ou e-commerce européennes. Et donc moi j'étais en charge de la filiale française de Wimdu, et donc j'ai cofondé et j'ai géré cette filiale française avec entre 30 et 40 personnes dans l'équipe. Et puis ensuite, ça a été en grande partie centralisé à Berlin, et c'est à ce moment-là que je suis parti. Mais donc cette expérience de Wimdu, ce qui était très intéressant, c'était que évidemment j'avais d'une certaine manière le confort du salariat et la visibilité d'être salarié, puisque dès le premier jour, j'avais mon contrat de travail, mon salaire qui tombait à la fin du mois, etc., et en même temps quelque chose de très entrepreneurial sur le terrain, puisque le premier jour, on m'a dit voilà, il faut qu'on embauche 10 personnes pour la rentrée, parce que la rentrée, ça va être un gros moment pour nous en termes de communication, etc. Il faut trouver des bureaux, il faut trouver avec qui on va travailler pour l'agence de presse, etc. Sur le support client, il faudrait trouver aussi des gens. Enfin bref, pour plein de Donc j'étais le patron, quoi. Et donc j'étais le patron local avec évidemment un cadre. Et donc pour être très clair, je faisais pas exactement ce que je voulais, mais j'avais quand même un budget, une flexibilité assez importante. Et puis ça m'a permis de mettre encore une fois un premier pied, on va dire, dans l'entrepreneuriat, et en tout cas dans quelque chose de très opérationnel et vraiment très terrain. Et puis au bout d'1 an et demi, donc 2 ans, je me suis dit en fait, je veux faire ça, mais pas un peu pour moi, un peu pour les autres, entre guillemets. Je veux faire ça vraiment pour moi et pour être encore plus indépendant et autonome d'une maison mère ou d'un siège, en l'occurrence qui était donc à Berlin. Et puis en janvier 2013, on s'est retrouvé un peu par hasard à l'anniversaire d'une amie commune avec Steve, donc mon associé. On était en fait au collège, donc il y a déjà pas mal de temps ensemble. Steve Hanavi. Exactement. Et donc Steve et moi, on était au collège ensemble, on se connaissait, mais on s'est un peu perdu de vue après le collège-lycée. Et puis on s'est retrouvés donc encore une fois un peu par hasard à cet anniversaire. Et puis il me dit qu'est-ce que tu deviens? Je lui dis moi je viens de partir de Wimdu, la boîte dans laquelle j'étais, j'ai envie de monter ma boîte, etc. Et puis je lui dis toi tu fais quoi? Il me dit, à l'époque il était chez Groupon ou Groupon, et il me dit c'est marrant, moi je vais partir dans un mois de Groupon, j'ai aussi envie de monter ma boîte, etc. Est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon bref, et on s'est dit ce serait marrant qu'on en reparle, qu'on déjeune ensemble ou je sais pas quoi. Et puis de fil en aiguille, on a déjeuné ensemble 1 ou 2 fois, pris 1 ou 2 cafés, puis on échangeait des idées. Et puis après on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de monter un truc ensemble? Et ça s'est fait un peu progressivement et naturellement comme ça. Mais tu avais donc quitté Wimdu? Ouais. Alors vraiment avec cette volonté qui est de monter une entreprise. Mais tu n'avais pas de projet encore?
Non, alors j'ai fait tout le parcours initiatique des entrepreneurs qui veulent, j'allais dire entrepreneurs en herbe. Tu démissionnes quoi? Oui, tout à fait. Donc tu sais que tu démissionnes, donc tu perds ton salaire. Tout à fait. Donc ça, c'était en fin 2012. Ouais. Je crois que c'était en fin octobre 2012. Et en fait, en novembre 2012, novembre 2012, je suis parti un mois à San Francisco. Et j'allais dire, j'ai écumé les conférences tech, les incubateurs, enfin bref, j'ai été un peu partout à San Francisco et puis globalement autour, dans la Silicon Valley, pour rencontrer des entrepreneurs. Alors évidemment, j'avais regardé amis d'amis, connexions, etc. Et puis en passant un mois sur place, en parlant à quelqu'un, il me disait tu devrais aller rencontrer telle ou telle personne, etc. Évidemment aussi en leverageant un petit peu le réseau HEC et INSEAD. Et puis ça m'a encore plus donné envie, comme souvent quand on va dans ce genre de cadre où on rencontre plein d'entrepreneurs, cette énergie, etc., qu'on décrit très souvent. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu là-bas. Je me suis dit, ça me donne encore plus envie de entre guillemets, tenter ma chance et de faire, d'essayer de voler de mes propres ailes. Oui, j'adore ça parce que tu quittes ta boîte. Je la fais courte, hein. Tu quittes ta boîte, tu te dis, je vais monter un truc. Mais finalement, tu sais pas quoi. Si je comprends bien, tu pars aux États-Unis pour trouver le je sais pas quoi, c'est ça? C'était trouver le je sais pas quoi et oui, t'as raison. Et comprendre, manifestement, tu l'as pas dit, mais je pense que je l'ai compris, tu devais être attiré par la tech. Oui, je pense que c'était franchement 2013, pourquoi pas. 2013, après avoir passé 1 an et demi dans l'univers tech, marketplace, enfin aux places de marché, donc qui était Wimdu, Wimdu qui a pas très bien terminé et notamment beaucoup moins bien qu'Airbnb, mais le secteur était en plein boom et il y avait plein de modèles qui étaient en plein boom et donc je me suis dit c'est entre guillemets, enfin il faut pas être devin pour se dire en 2013 que la tech et c'est quand même l'avenir entre guillemets, et comme c'est ce que j'avais fait et que ça m'avait bien plu, je me suis dit j'ai envie de refaire quelque chose dans cette univers-là. Donc tu vas quoi, Silicon Valley, tu regardes un peu tout, tu rencontres des gens. Donc j'ai rencontré plein de gens dans plein et tu ramènes une idée ou pas? Non, pas encore. Non, à l'époque c'est marrant, c'était le moment où Instagram s'est fait racheter par Facebook. Et j'avais été à une conférence, je me souviens, où il y avait Kevin Systrom, donc le fondateur et CEO de Instagram. Et je me souviens très bien parce que je m'étais dit, de manière très honnête, comme beaucoup de gens, mais vraiment ils sont quand même complètement tarés, Facebook, d'aller racheter 1 milliard, parce que c'était le prix qu'ils avaient payé. 10 personnes en plus, hein. Une boîte de même je crois 12, je sais plus, 9 ou 12 personnes. Et en gros mais ils ont fait quoi les mecs? Ils ont fait 14 filtres pour faire du noir et blanc, du machin, ou pour des photos. Enfin, ça paraissait complètement démesuré. Hein. Et enfin, en tout cas, peut-être à première vue. Et quand on voit ce que Facebook en a fait, c'était probablement un très bon investissement. Alors, c'est aussi le génie entre guillemets de Facebook d'avoir bien su faire intégrer et faire fructifier son investissement et développer le Instagram, mais c'est quand même je me souviens j'avais été à quelques événements comme ça et c'était assez, évidemment, c'était très énergisant de voir ça, indépendamment du montant et mais c'est vrai que cette innovation, et le fait que, en gros, quand même, c'est peut-être un peu extrême, mais à San Francisco, si on n'est pas entrepreneur ou dans la tech, on est un peu un loser, quoi. Donc franchement, comme tout le monde parle que de ça tout le temps, ça donne encore plus envie de se jeter dans le bain, quoi. Donc effectivement je reviens avec pas mal de pistes. Remonter comme une pendule, tu reviens remonter. Exactement, mais pas une idée géniale où je me dis il faut absolument que je fasse ça. Mais pas mal je me souviens des trucs à l'époque. Déjà, j'avais regardé des choses dans la fintech, plusieurs modèles qui étaient intéressants. Après, les États-Unis, c'est un marché un peu différent pour pas mal d'aspects, notamment sur le rapport à l'investissement et à l'argent. Il y avait un modèle que j'aimais bien à l'époque, qui est une société qui s'appelle Wealthfront,
qui a été d'ailleurs suivi par une autre qui s'appelle Betterment, qui sont assez similaires et qui proposent aux particuliers tu me colles là, je connais pas. D'investir et de gérer leur argent. Donc c'est un peu comme si, il y a des équivalents en France, mais le marché est beaucoup moins gros et donc moins vu. Puis en plus, c'est évidemment ça dépend aussi de la fiscalité. Enfin bref, il y a pas mal d'éléments. Donc finalement, je m'étais pas lancé, mais je trouvais que c'était des belles boîtes, des belles idées en tout cas. Et puis donc je suis revenu mais j'avais pas encore l'idée, mais j'étais sûr que je voulais essayer quelque chose dans cet univers. Donc tu te retrouves avec Steve à l'anniversaire des 30 ans de ta copine. Exactement. Et du coup, on se dit on va essayer de voir si on peut faire un truc ensemble. Là, je fais un peu un raccourci parce qu'en fait, la manière dont ça a fonctionné, c'est un peu comme j'avais un peu l'impression d'être d'une certaine manière sur une date amoureuse parce qu'évidemment la question c'était est-ce que on passe juste quelques déjeuners ou apéro ou café pour échanger des idées, ou est-ce qu'à un moment on se dit en fait on va essayer de monter un truc ensemble quoi. Parce qu'au départ on était plutôt partis en train de se dire on va échanger des idées, etc., mais à la fin on s'est dit on se lance ensemble. Puis entre temps il y a eu pas mal d'étapes. On avait à l'époque on faisait ce qu'on avait appelé notre pipeline, et donc on avait un pipeline d'idées. Et donc, je sais plus, à l'époque, on avait une dizaine d'idées qu'on regardait, et on s'était dit, alors, quelle est la meilleure idée pour nous? On avait fait un peu le travail de consultant, parce que Steve est aussi ex-consultant, donc on avait fait les choses. Je l'ai écouté sur un podcast, il est brillant. Hein. Ouais, on avait fait les choses de manière assez carrée, en disant, voilà, quels sont les critères, comment on veut aborder les choses, etc. Et puis, finalement, parmi toutes ces idées, on en a choisi une donc qui était Smokyo, j'y reviendrai peut-être juste après, mais peut-être pour donner un élément supplémentaire sur la manière dont on s'est associé ou dont ça s'est fait. On s'est dit, pour voir si on a vraiment envie ou si on se sent vraiment bien de bosser ensemble, faisons un startup week-end ensemble. Donc on s'est inscrit à un startup week-end C'est quoi un startup week-end? Un hackathon? Ouais, c'est le genre. Donc c'est, je pense, en avril 2013. Et donc le Startup Weekend, on s'est inscrit. C'était à l'époque, je me souviens très bien, on avait passé le week-end rue du Sentier. C'est assez marrant puisque c'est là où on a passé ensuite pas mal d'années. On avait des bureaux rue du Sentier avec Conto. Et donc on était rue du Sentier et on a fait un Startup Weekend qui était organisé par Microsoft. Et il y avait, je sais plus comment ça s'appelait, un peu ce lab Microsoft à l'époque. Et donc le Startup Weekend, ça consiste en quoi? Il y a une 50aine de personnes qui se connaissent pas. Il se trouve que moi je connaissais Steve, mais en général les gens se connaissent pas. Ils arrivent le vendredi à 18h. Il y a des gens qui se proposent de pitcher un projet, un sujet. Et ensuite, les autres, ceux qui n'ont pas pitché de sujet, ou bien d'ailleurs ceux-mêmes qui ont pitché, se regroupent autour d'une idée. Donc en général, sur les 50, il y en a peut-être une dizaine ou une quinzaine qui pitchent une idée. Et puis ensuite, les petits groupes se forment par affinité autour du sujet. Et donc, il faut avoir, entre guillemets, bien pitché son sujet pour essayer de former une petite équipe. Et puis ensuite, pendant 48 heures, l'équipe donc qui s'est formée travaille sur le projet et présente à la fin du week-end, donc en gros à 18h le dimanche, présente une maquette de site internet ou une maquette d'application mobile, puisque évidemment quasiment tous ces projets sont des projets tech, et il y a un jury qui vote donc le dimanche à 18h et qui élit le meilleur projet, etc., etc. Et donc il y a des prix, et on peut gagner des prix, ou en tout cas des récompenses lors d'un startup week-end. Et donc il se trouve que Steve et moi, on s'était mis ensemble, donc on s'était dit qu'on allait se mettre ensemble dans l'équipe, et on avait pitché un projet qui s'appelait Corner Space avec un K, et qui était le Airbnb pour les espaces commerciaux. Donc l'idée de pouvoir organiser des pop-up stores. Donc typiquement, j'ai un restaurant et j'ai ma vitrine de mon restaurant que je loue pendant 3 jours à un designer qui fait des chaussures, et comme ça ce designer peut avoir une espèce de petite boutique pendant quelques jours, et ça rentabilise le restaurant, etc., etc. Et évidemment, on se basait entre autres sur le fait que comme j'avais
travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans dans cette industrie de marketplace type Airbnb, qui avait pas mal de mécanismes qu'on pouvait réutiliser, etc. Et puis Steve qui avait bossé chez Groupon, il y avait aussi des éléments qui pouvaient être intéressants qu'on pouvait réutiliser. Et donc on a pitché ça, on a construit une petite équipe de 5 personnes. Et puis pendant donc 48 heures, on a développé la maquette du site Cornerspace. Et le dimanche soir, on a pitché le projet et on a gagné en fait donc ce startup weekend. Et donc on était content à la fois d'avoir gagné, mais aussi de se dire qu'on avait réussi à bien bosser ensemble pendant le week-end, à construire et puis à avoir cette équipe. Et on s'est bien vu entre guillemets faire ça dans la vraie vie entre guillemets ensemble. Donc ça c'était le premier point. Et puis le deuxième point qui était plutôt assez marrant, et c'était le hasard, c'est que dans les prix du Startup Weekend, il y avait 1 heure de coaching avec Rafi Camber, qui était jusqu'à récemment chez Alven Capital, et qui a été en fait le fonds qui a investi dans Smokyo et puis ensuite dans Conto. Et donc c'est comme ça qu'on a rencontré Rafi et qu'on a rencontré Alven, donc par hasard on va dire. Et puis il y avait aussi 1 heure de coaching avec Oussama Amar de The Family. Et donc à l'époque The Family était très peu connu, c'était vraiment le tout début de The Family. Et donc voilà, on a rencontré à la fois Rafi et Oussama comme ça, complètement par hasard, et donc c'était assez marrant. Mais alors là j'ai 2 questions. La première, vous montez le projet de l'Airbnb, enfin, l'équivalent. Vous le gagnez. Vous avez donc convaincu un jury, mais vous ne le montez pas le projet. Alors qu'il avait toute sa légitimité, parce que quand on crée une entreprise, on se dit tiens, qu'est-ce que t'en penses ? Mais si un jury complet de professionnels te dit oui, ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, après tu décides à ce week-end, sur 2 jours, de prendre un associé pour la vie, parce que façon de parler. Et c'est ça, que se dire, bon après ça réussit manifestement, parce que vous avez fait 2 entreprises, mais se dire, est-ce que c'est suffisant 2 jours pour une vie ? Alors c'est 2 très bonnes questions, je vais les prendre dans l'ordre. La première question, c'est effectivement très paradoxal d'avoir pitché un sujet, d'avoir gagné, puisque c'est le fait, donc gagner ce concours, ou en tout cas ce Startup Weekend, et au final de se dire qu'on n'allait pas se lancer dans ce projet-là. Si j'essaie de me souvenir le déroulé, je pense qu'on a évidemment considéré le fait de se lancer sur ce sujet-là, mais en creusant ensuite le business plan, les volumes, la complexité opérationnelle, etc., on s'est dit ça le fera pas. On voyait pas le truc, en tout cas. Peut-être que voilà, on se voyait pas se lancer nous là-dedans à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a des boîtes qui se sont lancées et qui fonctionnent, mais c'est relativement compliqué. Il y a pas mal de détails opérationnels à régler. Enfin bref. Et donc finalement, effectivement, on s'est pas lancé, alors que normalement, on aurait dû se lancer. Et d'ailleurs, ça a pas mal surpris Rafi et Oussama quand on les a vus 3 semaines plus tard. Je sais plus, je me souviens très bien, on leur a envoyé un email en leur disant Rafi, comme tu sais, on a gagné 1 heure de coaching avec toi, quand est-ce qu'on peut se voir, etc. On avait gagné etc. Et donc évidemment, lui et Oussama s'attendaient à ce qu'on ait avancé sur ce projet de Cornerspace et qu'on détaille quelque chose de plus précis sur comment lancer cette idée. Et puis alors les deux, on leur a dit au début, en fait on vient vous voir parce qu'on a gagné 1 heure de coaching, mais en fait, on veut vous parler d'un autre truc qui n'a rien à voir. Vous avez pré-pivoté, en fait. Vous n'avez même pas pivoté, c'est pré-pivoté. Ouais. Exactement, on a pré-pivoté, et vraiment un gros pivot, puisque c'était Smokyo. Enfin, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis, pour ta deuxième question, en fait, le Startup Weekend qui a duré 48 heures, c'était un des éléments, mais peut-être, on va dire, la dernière brique. Mais Steve et moi, donc on se connaissait, même si on a eu, on va dire pendant, je sais pas, 10 ou 12 ans, on s'est presque pas vu, mais on se connaissait quand même depuis le collège, donc ça veut dire assez longtemps, et donc je pense que consciemment ou inconsciemment, on avait l'impression déjà de se connaître pas mal. Et puis on a passé 3-4 mois en fait à travailler ensemble,
3 à 4 fois par semaine, alors pour 1 heure ou pour 4 heures, mais à discuter de sujets, d'idées. Évidemment, on passait, comme beaucoup de gens, je pense qu'ils sont dans cette phase d'idéation, comme on dit, on passait pas mal de temps sur TechCrunch et des sites américains de ce genre-là, parce que évidemment, comme souvent, on se disait, il y a sûrement pas mal d'idées qui naissent aux États-Unis et ça peut nous donner des idées. Et puis moi, je revenais donc de San Francisco, et donc j'avais encore l'impression qu'il y avait, que pour trouver les idées, il fallait regarder un peu vers les États-Unis. En fait, pas forcément. Et puis, c'était la grande mode et la grande envolée des objets connectés. C'était le début, vraiment le tout début de la cigarette électronique. Et donc c'était déjà deux éléments importants. Et puis dans les objets connectés, on se disait qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi les gens utilisent des objets connectés, etc. Et les 2 objets connectés à l'époque qui fonctionnaient vraiment bien, c'était la balance connectée de Withings et les bracelets connectés de Fitbit et de Jawbone. Tu connaissais Fred Potter à l'époque, non? Pas encore? Pas encore, non. D'accord. Et donc, on s'est dit, le bracelet les bracelets ou les trackers d'activité et la balance, en gros, c'est parce que, si on résume un peu, c'est difficile de perdre du poids quand on veut en perdre, en tout cas, et c'est difficile de se motiver à faire du sport et de l'activité physique quand on n'est pas forcément d'un naturel très sportif ou actif, etc. Et donc, les trackers et les balances connectées sont des moyens de gamifier tout ça et de mettre dans une dynamique pour se lancer un peu des petits défis, se dire allez, je vais suivre mon poids, je vais perdre 1, 2, 3 kilos, etc. Et puis je vais marcher 1000 pas, 2000 pas, 3000 pas, et voilà, et rentrer un peu dans cette dynamique positive pour entre autres garder un peu un esprit sain dans un corps sain, on va le dire comme ça. Et on s'est dit qu'est-ce qui est dur pour beaucoup de gens, c'est d'arrêter de fumer. Au même titre un peu que c'est dur pour pas mal de gens de perdre du poids ou d'avoir une activité physique. Pourquoi tu me regardes? Non, c'est pas toi. Je te regarde juste depuis tout à l'heure. Mais c'est dur de perdre du poids. C'est dur, ouais. Mais c'est vrai que c'est dur de perdre du poids. Ouais. Et t'as pas ce problème. Enfin, tous ces éléments ont convergé. On s'est dit, en fait, c'est dur d'arrêter de fumer. Les objets connectés aident pour ces choses qui sont difficiles. Et en même temps, il y a quelque chose qui est en train de naître qui s'appelle la cigarette électronique. Et donc, pour qu'un objet soit connecté, par définition, il faut qu'il soit électronique. Et donc, on s'est dit, essayons d'inventer une solution qui va permettre à des fumeurs de passer à la cigarette électronique, mais surtout d'arriver sur la cigarette électronique à suivre leur consommation, à savoir est-ce qu'ils l'utilisent un peu ou beaucoup, notamment est-ce qu'ils inhalent un peu ou beaucoup de nicotine, et d'arriver au fur et à mesure à réduire toute cette consommation et in fine à tout arrêter, donc cigarette classique à combustion, mais aussi cigarette électronique. Entre le Startup Weekend que vous gagnez et ce pivot, je vais appeler ça un pivot, il se passe combien de temps à peu près? Parce que là, qu'est-ce que vous faites? C'est rebelote en fait. Vous rebrainstormez, vous recherchez, vous éliminez. Non, là, ça a été assez vite parce que je crois qu'on a eu cette idée. On a eu une autre idée entre temps. On avait pas mal d'idées. On a une idée qu'on avait appelée Pinch, qui est très proche de Shaper. Je sais pas si tu vois, qui est de la mise en relation. Pour le dire très vite, Tinder du travail, quoi. Et donc en gros, au lieu de présenter 2 personnes pour une relation, on va dire amoureuse, de présenter 2 personnes pour une relation professionnelle. Et donc ça utilise notamment LinkedIn en se disant, je sais pas, je suis un expert de online marketing en France, j'ai peut-être envie d'échanger avec un expert du online marketing en Allemagne. C'est pas du pod, c'est encore autre chose. C'est il y a pas mal de modèles, mais en tout cas nous, ce qu'on voulait faire, c'était dire par exemple tous les jours on va envoyer 3 profils ou 5 profils qui peuvent être intéressants à matcher, et si les gens veulent être mis en relation, ils disent tous les 2 oui, ensuite sont mis en relation et ils peuvent échanger, etc. Et une fonctionnalité qu'on avait en tête qui était un peu différente, qui était moi j'aimerais être mis en relation avec un de tes contacts,
et je peux te le demander, mais c'est un peu maintenant des fonctionnalités qui sont développées nativement, on va dire, sur LinkedIn. Mais en tout cas, tous ces éléments de réseau professionnel et de comment on peut mettre en relation deux personnes. Si par exemple moi je veux te mettre en relation avec quelqu'un d'autre, au lieu d'écrire un petit email en mettant intro, mise en relation, etc., de juste sélectionner deux profils, d'avoir quelque chose d'un peu plus, encore une fois, gamifié, et de dire je vous mets en relation pour un projet, un truc, un machin, et qu'en 2-3 clics, on puisse facilement mettre en relation des gens. En tout cas, c'était ça qu'on regardait. Tu parles de ça avec une certaine, c'est pas une nostalgie, mais c'est un amusement. C'est une période que tu as dû apprécier. Alors, il y a eu sûrement des downs, parce qu'à un moment... Non, alors en fait, c'est plutôt que ce projet, mais franchement, c'était marrant, et en y repensant, on a fait plein de trucs très marrants. Pour te donner le détail, ce qui est marrant, c'est que par exemple, on s'est dit, faisons un prototype de cette application, Pinch. Et je me souviens très bien, on a fait une maquette de design, etc., etc. On avait travaillé d'ailleurs là-dessus avec Daniel, un ami de Steve, qui est designer et qui nous avait donné un coup de main sur le sujet, etc. Et ensuite, on a fait un prototype de l'application mobile qu'on avait fait développer avec une entreprise indienne. Parce qu'à l'époque, on voulait quand même évidemment faire attention aux coûts, etc. On payait tout ça de notre poche, évidemment sans avoir levé de fonds ni rien. Donc, on s'est assez vite tourné vers des partenaires ou des prestataires offshore. Et donc, je sais plus exactement, mais je crois que c'était peut-être pour 2 000 €. On avait eu une maquette d'application et on avait eu un premier truc. Et donc franchement c'était assez marrant parce que c'est l'excitation du début on a une petite maquette, on a des designs et puis quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard on a une première petite maquette d'application, etc. Rien que le nom est sympa, je sais pas s'il a été pris après mais le nom est sympa. Non, ouais. Et puis l'idée c'était de pincher, donc de pincer pour mettre en relation deux profils. En fait, ça avait été le nom avait été très travaillé. Donc ça c'était en avril-mai 2013 ou mai-juin 2013 et puis en juin on a eu, franchement, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais on s'est arrêté sur cette idée de coach intelligent pour aider les gens à arrêter de fumer en utilisant une cigarette électronique et en suivant leur consommation, en gamifiant le sevrage tabagique. Et là, ça a été très vite parce que en juin, on s'est dit il y a un truc à faire là-dessus pour aider les gens à arrêter de fumer. Et puis en juillet, on a pas mal avancé sur la solution technologique pour faire ça. En août 2013, on est parti en Chine et on a retrouvé là-bas Emra qui a été notre troisième associé ou personne avec qui on s'est associé donc assez vite, qui lui était basé en Chine depuis déjà une dizaine ou une quinzaine d'années, qui a fait des connexions que Steve connaissait puisqu'ils avaient travaillé ensemble chez Groupon et qui nous a aidé pour toute la partie production et toute la partie mais le proto, le POC ou le MVP, tu l'as fait, qui c'est fait en France? Ça a été fait Alors, en France tout à fait, c'était marrant parce que c'était vraiment une petite boîte Smokyo, très déjà mondiale entre guillemets. Toute la partie en fait la carte, la puce électronique, les composants et l'ingénierie, etc. On l'a fait en partenariat avec une entreprise qui était à Sophia Antipolis, qui s'appelait 3 Eco Concept. Je salue au passage Eric et Didier avec qui on avait beaucoup travaillé à l'époque. Salut Didier, salut Eric. Et donc ça c'était à Sophia Antipolis. Donc encore une fois la partie électronique intelligente connectée, elle était faite à Sophia Antipolis. Ensuite on envoyait cette carte. Donc le prototype on l'a fait là-bas et puis ensuite on a fait je dis pas de bêtises 15 000 produits je crois. Et ces 15 000 produits, la puce électronique donc des 15 000 produits a été faite juste à côté de cette entreprise aussi à Sophia Antipolis. Les 15 000 puces ont été fabriquées en Sophia Antipolis. Exactement. Pour éviter les copies en Chine ou t'aurais pu dupliquer en Chine mais principalement pour éviter les copies en Chine, mais aussi parce que en fait on avait commencé à faire le prototype en France
Et si on avait dû faire 1 million de pièces, on aurait peut-être été en Chine à un moment. Mais pour 15 000, la proximité et le niveau de confiance, aussi dans la qualité des pièces, de la fabrication, etc. On se disait que c'était important de pouvoir le faire en France. Comment vous payez tout ça ? Vous avez un Kickstarter, un truc Non, alors on avait regardé effectivement comment vous financez, un Kickstarter, mais ça typiquement on avait déjà fait notre levée de fonds. Ah oui. Combien ? On avait levé 700 000 euros. Alven avait investi. En gros, à peu près la moitié de ça, et l'autre moitié, c'était des business angels qui nous avaient soutenus. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'on a pu faire les. Et donc, vous avez monté la boîte. Toi et Steve, vous étiez quoi, 50-50 ? Tout à fait. Aujourd'hui aussi dans Conto, d'ailleurs ? Tout à fait, oui. Ok. Ça a fonctionné ? Ça a marché ? Smokyo ? Ouais, ça a bien fonctionné. On a. À qui vous vendiez on a vendu tout ce qu'on a produit. Ça a bien fonctionné. Dans le sens où, encore une fois, on a vendu ces produits, donc 15 000, donc c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Hein. Alors en fait, c'est plus, ce que j'explique bien, c'est plus une batterie connectée dans lequel il y a un retour sur le téléphone qui te permet de gérer ta cigarette. C'est pas vraiment une cigarette électronique. Alors, c'était effectivement la vraie innovation qu'on a faite, c'était que la batterie, tu as tout à fait raison, la batterie de la cigarette électronique était intelligente, et donc on pouvait adapter cette batterie qui était un format un pas de vis, on va dire standard, et donc sur à peu près tous les réservoirs du marché, et c'était compatible donc avec tous les réservoirs et tous les liquides du marché. L'intelligence de ce qu'on avait fait, c'était effectivement dans la batterie, et donc cette batterie, elle était connectée en Bluetooth low energy précisément, à un smartphone, donc iOS ou Android, et ça permettait pas mal de choses, donc notamment de suivre sa consommation. Ça, c'est le premier point, d'avoir des éléments pour avoir une idée de combien de nicotine on avait inhalé. On devait juste rentrer dans son téléphone la concentration en nicotine du liquide qu'on avait dans sa cigarette électronique. Exactement. Et en fait, l'algorithme et la technologie qu'on avait développée et brevetée permettait d'estimer à distance, donc j'allais dire avec le smartphone, combien de vapeur avait été vaporisée pendant une bouffée, et donc combien de nicotine avait été vaporisée et donc inhalée par l'utilisateur. Et donc c'est ces renseignements qu'on envoyait au smartphone, et l'utilisateur pouvait donc suivre sa consommation, mais aussi par exemple bloquer sa cigarette électronique. Donc je sais pas si l'utilisateur se disait moi je veux pas faire plus de 50 bouffées par jour, au bout de 50 bouffées ça se bloquait, et donc c'était pour aider l'utilisateur à prendre conscience de sa consommation, etc. Ça n'existe plus. Il y a l'équivalent. Il y a des équivalents. Non, je te dis ça pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont passés à la cigarette électronique, ils ont tout le temps la cigarette au bec, et finalement tu te dis ils fument presque plus en fait. Tandis que ton système était bien parce que ça permettait de limiter. C'est trop tard. Ça y est, 50, Ouais, il y a effectivement, c'est le point. Alors, il y a eu beaucoup de débats à l'époque sur la cigarette électronique. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est moins bon, etc. Est-ce que c'est moins mauvais ? Franchement, ce que je retiens quand même du débat, après avoir rencontré beaucoup de médecins, de chercheurs, de tabacologues, etc., franchement, tout le monde est unanime. Il y a à peu près rien de pire au monde pour la santé que de fumer. Au sens fumer des vraies cigarettes à combustion. Et je me souviens de cette métaphore d'un professeur qui s'appelle le professeur Dotzenberg, qui disait fumer des vraies cigarettes, c'est plutôt vapoter, comme on disait donc à l'époque, ou comme on dit, c'est prendre l'autoroute et être à 140 sur l'autoroute, donc un peu au-delà des limites, mais voilà, avec un risque, on va dire, limité. Fumer des cigarettes, c'est prendre l'autoroute à contresens, quoi. Oui. Dans le sens où fumer, c'est sûr que ça a des conséquences très 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 négatives pour le corps humain. C'est quand même la première cause de mortalité en France. La cigarette électronique, et en soi, le simple fait de pas avoir de combustion, pas de goudron, etc., fait que c'est incomparablement moins nocif que la cigarette tabac. Et donc déjà, si on peut arrêter complètement la cigarette à tabac, c'est déjà un gros gain. Mais évidemment, nous, notre but, c'était d'arriver à tout arrêter.
Et donc c'est pour ça qu'on voulait limiter et gamifier le fait de diminuer de semaine en semaine sa consommation, quoi. L'argent qu'on va économiser avec les cigarettes qu'en fumant pas, on va les placer chez Conto tout à l'heure, on va en parler. Exactement. Voilà. Juste une question avant de passer à Conto. Ouais. Tu vendais quoi? Tu vendais sur Amazon? Comment t'as développé? Oui, alors on avait 3 canaux principaux, donc sur notre site, sur Amazon et sur Fnac.com. Ah oui, aussi. C'est bien. Conto, je pense que si je me trompe pas, tu rencontres avec Smokio. Ah, c'est Smokio ou Smoke.io? En français, on disait Smokio, et en anglais, tout le monde disait Smoke.io, parce que c'était le... Tu as des pain points au niveau de la banque. Tu rends compte que tu dis... je vais te laisser pitcher, remarque. Hein, en 2 mots, c'est peut-être plus facile. Pourquoi Conto? Pourquoi Conto? Effectivement, hein, c'est ce que tu dis. Avec Smokio, on a vu que très souvent, les banques traditionnelles avaient cette espèce de triptyque qui est des interfaces très vieillottes, voire pas fonctionnelles, on va le dire comme ça. Typiquement, il y a en tout cas il y a quelques années, il y a beaucoup de banques traditionnelles qui n'avaient pas d'application mobile pour les professionnels. Premier point. Le deuxième point, c'est toute la relation client, la disponibilité, la réactivité du conseiller client. Elle était vraiment très très mauvaise. Et donc malheureusement, quand on a une question, surtout quand on est un professionnel, une entreprise, on n'a pas envie d'attendre plusieurs jours, voire quelquefois plusieurs semaines pour avoir une réponse. Et puis troisième point, c'est que la tarification était à la fois élevée, mais ça à la limite c'était pas tellement le problème. C'est surtout qu'on comprenait rien du tout et qu'on voyait des lignes sur notre relevé, etc., qu'on avait du mal à comprendre même quand on posait la question. Et donc c'est vraiment ce cocktail qu'on a voulu, c'est ce cocktail, on va dire l'inverse de ces 3 problèmes qui a fait le cocktail jusqu'à présent gagnant pour Conto, qui est des super produits, donc application mobile, site web simple, fluide, rapide, efficace, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un support extrêmement réactif, sympathique et bienveillant. On répond en 15 minutes, 7 jours sur 7, en 5 langues. Donc évidemment, il y a peu de banques qui font ça. Et puis le troisième point, c'est une tarification fair et transparente. Donc nous, on a des forfaits qui sont 9, 29, 99 € par mois. C'est très clair. Il n'y a pas de commission de mouvement, il n'y a pas d'astérisque avec des frais cachés ou pas clairs, etc. On dit pas non plus qu'on est gratuit, parce qu'on n'est pas gratuit. Donc c'est pas, on fait pas de promesses, on va dire, qu'on tient pas. On est, j'allais dire, on joue franc jeu entre guillemets dès le départ. Et je pense que nos clients, c'est vraiment ce qui, enfin nos clients évidemment, mais je pense que c'est ce que les PME en général recherchent, quoi. Je vais te poser une question. Là, tu fais HEC, tu as fait l'INSEAD. La première fois, tu dis, je fais pas mal d'études, McKinsey, je suis passé par là, etc. Je monte un truc de cigarette électronique, plus ou moins c'est le résumé. À un moment, on doit te dire, ça doit faire sourire quand même, au début, peut-être à l'époque, non? Je te dis ça pourquoi? Parce que la phase d'après, c'est tu dis, je vais monter une banque. C'est quand même incroyable de dire, je vais monter une banque. Ouais, je suis d'accord, c'est effectivement assez différent. Il y a plein de raisons. Je pense que probablement, quand on a monté Smokio, on se disait, je sais pas si c'est le bon terme, mais peut-être qu'on manquait un peu d'ambition, ou qu'on s'est dit, on va tenter un truc peut-être moins, enfin qui nous semblait en tout cas à l'époque moins compliqué ou moins, enfin voilà, on s'embarquait peut-être dans un truc. C'est-à-dire que si moi je t'avais rencontré, alors ça peut-être, je connais pas les chiffres, on n'a pas parlé des chiffres, mais je me serais dit avec le parcours qu'ils ont. Alors je sais pas si on va parler de market size, mais alors Conto, la market size elle est évidente. Bien sûr. Mais par contre c'est quand même plus restreint la cigarette électronique. Ouais, bien sûr. D'un autre côté, la market size de la banque elle est énorme. Franchement, ce qu'on adorait avec l'idée de Smokio, c'est que on a eu l'impression, et c'est pas une impression parce que c'est quand même ce qu'on a fait, qu'on pouvait aller très vite, qu'il y avait un mix entre du software, donc toute la partie application mobile, et intelligence de l'algorithme embarqué sur la puce, qui était aussi complété par le côté hardware. Donc il y avait un produit, un objet qu'on vendait, qu'on allait produire dans une usine, qu'on allait devoir transporter, vendre, etc. Ce qui pose aussi plein de problèmes de logistique, de stock, etc. Mais on trouvait que c'était un sujet à la fois assez complexe et complet pour être vraiment intéressant, et qu'on se sentait capable d'exécuter assez vite.
Et ce qui nous faisait assez peur à l'époque, c'était de se dire on va s'embarquer dans un projet tous les deux et avant 5 ans ou 7 ans ou je sais pas combien de temps, on saura pas si ça marche ou pas. Et d'une certaine manière, Smokyo, on se disait qu'on saurait assez vite si ça marchait ou pas et que donc on n'allait pas, entre guillemets, perdre trop longtemps notre temps. Pour le dire comme ça. Et du coup, ça a été le cas. Ça a marché correctement, pas extrêmement bien, mais correctement. Et ça s'est arrêté donc au bout de 2 ans et demi, indépendamment de Conto. Mais je pense qu'on est très content de cette expérience. Ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. C'était un succès, pas énorme, mais c'était un succès. Et du coup, on est très content du rapport entre guillemets expérience et temps passé entre guillemets à développer, mais en plus tu sors cette entreprise. Tu sors avec de l'argent, 2 tu sors avec un super associé puisque la preuve ça a fonctionné super bien et voilà, non c'est cool quoi. Mais effectivement, pour revenir à ta question ou à ton point, l'industrie, le type de boîte et l'idée derrière Conto correspond plus à un profil classique, grande école et voilà, et début de carrière un peu tracé type conseil en stratégie, etc., que se lancer dans une cigarette électronique. Non, mais tu aurais pu, alors je pourrais poser la question à Alan par exemple, ou dans des boîtes comme ça, quoi. Effectivement, la taille de marché est énorme, le projet est énorme. Vous avez une hésitation parce que vous avez rebrainstormé après Smokyo? Oui, bien sûr. Ah oui, vous êtes reparti à zéro. Enfin, zéro non, mais... Non, reparti à zéro non. Alors, comme souvent, je pense, dans ce cas-là, on a eu une période, donc quand Smokyo a été racheté, on a eu une période pendant laquelle on était en transition et donc on a dû accompagner les acquéreurs, qui est une grande entreprise, mais dont on n'a pas le droit de dévoiler le nom. On les a accompagnés pendant 12 mois pour faire une bonne transition. Et en fait, on avait, d'ailleurs c'était contractuellement, on avait un peu le temps et le droit de travailler sur une autre idée. Et ça nous démangeait évidemment de nous dire qu'est-ce qu'on va faire après, etc. Et donc on avait la chance d'avoir un peu de temps et pas de contraintes financières puisqu'on était payé donc à l'époque, se dire qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et ça nous a assez vite démangé. Et en fait, on s'est dit ok, on a envie de se relancer assez vite. Je me souviens, il y a pas mal de gens qui nous disaient c'est super, vous avez revendu votre boîte, vous allez et franchement, on a vraiment beaucoup travaillé pendant les 2 ans de Smokyo, 2 ans et demi, et donc pas mal de gens nous disaient c'est super, vous allez pouvoir prendre un peu de vacances, etc. Vous partez, je sais pas quoi, des gens nous disaient vous partez faire un tour du monde, enfin pas ensemble, mais bref avec nos copines ou femmes respectives, et puis finalement ça nous a démangé de nous relancer assez vite. Et donc on a reparlé de quelques idées, mais ça a été plus rapide, beaucoup plus rapide que pour Smokyo. On avait 3, 4, 5 idées. C'est marrant, d'ailleurs tu parlais d'Alan, mais on a regardé aussi des idées dans l'assurance. Et on avait rencontré Jean-Charles Samuelian à l'époque. Bref, et on a en regardant différentes idées, et là pour le coup en se disant on est prêt à la fois parce que on est content de bosser ensemble et on se sent vraiment de faire un truc plus gros, plus ambitieux, plus long terme peut-être que ce qu'on a fait avec Smokyo. On regardait des gros sujets dans des gros marchés, pour le dire vite. Et c'est comme ça qu'on a choisi ce sujet de la banque ou pour les PME. Quand tu te dis je vais créer une banque, je précise encore pour ceux qui ne le savent pas, tu es le fils de Baudouin Pro. Parler de la BNP, pour moi, c'est Baudouin Pro. Enfin, je pense qu'il a marqué... Combien de temps il est resté à la BNP ? 30 ans. Et voilà, donc c'est vraiment le monsieur BNP. Quand tu lui parles de ça, tu en as parlé ? Donc il te dit c'est possible, il te dit... Alors lui, est-ce qu'il a le vieux modèle ? Je pense que c'est toujours... Alors, il y a par définition, c'est difficile pour moi de faire la part des choses entre l'ex-banquier, entre guillemets, et mon père, parce que par définition, pour moi, c'est la même personne. Et je pense que... il a toujours été très... Non, mais est-ce qu'il te dit... très supportif. Ça va être compliqué, quoi. De ce que j'ai fait, de ce que j'ai, mais effectivement... je pense que mon père est pas
sa carrière le montre. Je pense que c'est pas un entrepreneur, en tout cas dans le sens auquel on peut l'entendre, au sens on se lance à partir de rien, on essaie de construire quelque chose, etc. Et donc globalement, c'est pas forcément créer une entreprise à partir de rien, quel que soit le secteur ou quel que soit le sujet, c'est pas forcément quelque chose qu'il a fait lui ou qu'il aurait fait, et en particulier donc sur ce sujet qu'il connaît bien, en tout cas sur cet univers qu'il connaît bien, évidemment. Il était plutôt à dire que c'était compliqué et que il y avait un parcours semé d'embûches, etc. C'est très gros, ça va coûter très cher, vous allez cramer énormément enfin tu le sais à la base, ça tu le sais à la base quoi. Ouais, mais à la limite en fait ce qu'on a réalisé aussi avec Smokyo, c'est qu'en fait ça dépend peut-être des gens, mais Steve et moi en l'occurrence on était vraiment à fond. Et donc, on s'est dit, quitte à être à fond, autant s'attaquer à un gros sujet, à un gros marché, et essayer de monter une boîte qui potentiellement peut être un très gros succès, à la fois en termes de nombre de clients, d'impact en termes de nombre de salariés, d'équipes, etc. En termes aussi de succès, on va dire, commercial ou financier. Et donc, comme on s'est dit, de toute manière, on va bosser beaucoup pendant longtemps, enfin, beaucoup d'heures par semaine, pour le dire très vite, beaucoup d'heures par semaine pendant de longues années. Autant avoir un truc super. Autant choisir un gros truc, quoi. Ouais. Et entre le moment où tu crées la boîte, Conto, d'ailleurs, je vais te poser la question pourquoi Conto, le nom, mais entre le moment, j'aime bien stocker, tu stockes les questions, donc je peux t'en poser 2 ou 3, t'arrives à les, tu es assez carré. Donc, tu vas m'expliquer pourquoi ce nom de Conto, mais entre le moment où tu sors entretien l'idée, ou le moment où tu sors le produit, il se passe combien de temps? Il se passe 9 mois. Waouh! Ah oui, c'est court. Un bébé. Ouais. Voilà. Conto, juste Conto. Alors Conto, à la base, c'était pas Conto, c'était Finpal. Puis finalement, on a changé. Mais au début, c'est moins bien. C'était Finpal. Conto, c'est tout simplement, ça veut dire compte en espéranto, donc la langue européenne. En fait, en espéranto, ça s'écrit avec un K. Mais comme on voulait avoir une marque qui puisse être déposée dans tous les pays de l'Union européenne et notamment les 4 principaux marchés auxquels on s'attaque aujourd'hui, donc France, Allemagne, Italie, Espagne, pour que ce soit une marque déposée, ça peut pas être un nom commun. Et Conto avec un K, ça veut dire compte en allemand. Et du coup, au début, on avait pensé à faire avec un K, mais en fait, après, on a fait avec un Q, puisque si c'est avec un K, c'est le mot allemand, et si c'est avec un C, Conto avec un C, c'est en italien, et du coup avec un Q, c'est une orthographe qui n'existe pas, et donc ça veut dire que c'est un nouveau mot et que ça peut être une marque. Et c'est un mot qui se comprend bien et qui sonne bien dans les différentes langues européennes. Et comme dès le début on avait une visée ou une ambition européenne, c'est aussi pour ça que notre domaine .eu, voilà, une vision européenne dès le début, quoi. Alors 9 mois, le temps d'un bébé. Techniquement, moi ça me semble énorme à fabriquer. Sans le back-office Trésor, ça aurait pu être possible de monter Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on... Vous travaillez toujours avec ? C'est pour ça qu'on s'est associé avec eux. On travaille toujours avec eux. On est en train progressivement... je reviendrai peut-être sur ta question, mais... Ouais. On a... Non, évidemment, c'est pour ça qu'on s'est associé avec eux. Comme tu le disais, ou comme on le disait il y a quelques minutes, on s'est attaqué à un très gros marché, très compliqué, avec plein de choses à faire, etc. Et un peu toujours dans l'idée de Smokyo, on s'est dit, on n'a pas envie de passer 5 ans à travailler en chambre pour sortir un truc qui peut-être ne sera pas exactement ce qu'attendent ou ce dont ont besoin les entreprises, etc. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir être assez vite sur le marché et itérer à partir de là, améliorer, prendre des feedbacks, etc., etc. Et donc on s'est dit, si on veut sortir cette offre de banque ou de néobanque pour les PME rapidement, comment on peut faire ça? Et assez vite, on est rentré en contact avec Trésor, qui était très très jeune. On a été... c'est une boîte française ? C'est une boîte française. Et on a été les premiers, si je ne dis pas de bêtises, on a été les premiers clients ou les premiers partenaires de Trésor. Et donc, on s'est un peu construit ensemble au début. Et donc, au bout de quelques mois, on a pu lancer
le service. Alors d'abord en bêta, puis ensuite en ouverture publique. Il se trouve qu'on a avant Lydia, avant Launcher ou je sais pas. Ils sont clients aussi, je crois. Ah oui, pardon. Oui, bien sûr, tout à fait. Je croyais que le lancement, je savais plus. Non, mais ils sont. Mais bien sûr, on était les premiers. On était les premiers clients de Trésor, et on a lancé le service de manière publique le 3 juillet 2017, donc ça va bientôt faire 3 ans. C'est fou quand même. Et donc évidemment, on a pu faire tout ça en partie donc grâce à Trésor. Trésor avait et a toujours 2 choses pour lesquelles on s'est associé avec eux. L'agrément, donc ils ont un agrément d'établissement de paiement, ou plutôt je crois que c'est un agrément de distributeur de monnaie électronique. Bon, c'est-à-dire que quand je vais charger mon compte, mettons que si je charge mon compte, je passe par Trésor. Il n'y a pas un autre système de paiement, une autre API, il n'y a pas non. Alors ça veut dire que concrètement, chez Conto, quand on a lancé Conto, les comptes qui étaient ouverts par nos clients, c'était réglementairement et techniquement des comptes Trésor, et c'est pour ça que sur le RIB de nos clients, le BIC, donc ce qui est en dessous de l'IBAN, ça commençait et ça commence toujours par TRZ pour Trésor, et donc tout le front, toute l'interface, tout le support client, etc., l'application mobile, l'application web, tout ça était Conto, mais le moteur, entre guillemets, donc nous on faisait la voiture, si je résume un peu simplement, et le moteur était fourni par Trésor, à la fois sur la partie moteur de paiement et moteur bancaire, entre guillemets, même si c'était pas, et c'est toujours pas une banque à proprement parler, mais en tout cas tous ces éléments de paiement, ils étaient fournis par Trésor. Et c'est ça qui nous a permis effectivement de lancer rapidement. Plus la sécurité, plus l'antifraude, plus tout ça, parce que c'est chose totalement compliqué. Enfin, c'est très compliqué à. Oui, effectivement, mais il y a aussi des éléments sur la partie la lutte contre le blanchiment, antifraude, etc., qui sont de notre côté. Typiquement, ne pas pouvoir se faire hacker son compte, son password, etc. Ça, c'est aussi des choses qui sont de notre côté. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu se lancer relativement rapidement. Et ensuite, très rapidement, quand on a vu que ça prenait et que il y avait vraiment un fort engouement pour le service, on s'est dit qu'on allait devenir nous-mêmes établissement de paiement. Et donc, on a eu cet agrément d'établissement de paiement, donc autorisé par la CPR et la Banque de France en 2018-2019. Et en 2019, on a lancé notre service à part entière, au sens où on faisait aussi le moteur. Si on reprend la métaphore de la voiture, on faisait aussi le moteur nous-mêmes. Et donc, depuis mi-2019, tous les nouveaux clients qui ouvrent un compte chez Conto ont une voiture, entre guillemets, 100% Conto, puisque ils ont, par exemple, les IBAN et le RIB dont on parlait tout à l'heure. C'est un RIB qui commence par QNTO, donc pour Conto, et plus par TRZ pour Trésor. Et puis, dernier point là-dessus, les clients historiques de Conto qui ont donc ouvert leur compte avant mai 2019 et qui étaient sur des systèmes Trésor, ceux-là, on prévoit d'ici la fin de l'année 2020 de les accompagner pour qu'ils migrent et qu'ils puissent rejoindre nos systèmes, notre plateforme, pour qu'on n'ait plus qu'un seul socle, un moteur à gérer, et pour que ce soit plus facile et plus efficace. 100% autonome. Exactement, que ce soit 100% autonome. Tu parlais des 3 ans, donc c'est allé très vite. Seed en 3 ans. Seed, série A, série B. Fin janvier, une série C de 104 millions d'euros. Donc c'est la plus grosse levée de fonds de la FinTech. Je crois que la même semaine, il me semble, Lydia a dû lever 40 ou 50, je ne sais plus combien de millions, il me semble. C'était effectivement, la même semaine, j'ai plus le montant en tête, c'était un peu moins que nous, mais c'était aussi un très gros montant. Ouais. En tout, vous avez levé combien ? 136 millions d'euros. Pourquoi ça coûte si cher ? Alors ça coûte si cher pour on va dire deux raisons principales, mais qui sont. Alors si on laisse tomber le marketing, parce que je pense qu'il y a quand même du marketing. Mais voilà, ce que j'allais dire. Non, j'allais dire c'est en fait. C'est comme marketing et tech. C'est que ça, quoi. C'est comme dans toutes les entreprises. Enfin, si tu dois mettre un pourcentage, parce qu'une fois que vous avez terminé en mai 2019 ou en 2020 l'intégration tech complète.
bon, ça va évoluer, mais après, c'est pourquoi ça coûte si cher quoi, Ah non, si je devais mettre des pourcentages, je dirais rapidement, je dirais moitié-moitié. Ah oui. Si je fais simple, il faut évangéliser. On est en train de sur la partie produit et tech. En fait, ce qu'on veut à moyen terme, c'est être la solution de gestion financière des entreprises et donc aller même au-delà du périmètre stricto sensu de banque, de pouvoir faciliter et mettre sur on va dire pilote automatique toute la gestion financière des PME. Et donc entre guillemets on commence par la banque, mais la banque c'est la première étape. Alors ça paraît assez incroyable de dire ça, mais c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Et donc on doit tout construire quoi. Parce que là vous n'êtes pas une banque encore, hein? Non, pas encore. D'accord. Ça c'est effectivement, on pense que ça va venir d'ici quelques mois, on va le dire comme ça. Mais effectivement, il y a énormément de choses à construire. Je donne un exemple tout bête, mais quand on a lancé au début, on avait une connexion uniquement sur le réseau SEPA, donc pour faire les virements, les prélèvements SEPA qu'on fait tous les jours, mais on n'était pas encore connecté au réseau SWIFT, donc pour tout ce qui est virements internationaux. Et donc, on a dû rajouter cette brique Swift. Et donc ça demande beaucoup de temps et d'énergie de développement, sans rentrer dans les détails. Pareil sur les cartes. Quand on a lancé au tout début, on avait un type de carte de paiement. Et puis ensuite, on a lancé des cartes premium. Et les cartes premium, c'est pas juste un morceau de plastique ou un morceau de métal, puisqu'on a aussi des cartes en métal qu'on produit. Il y a aussi toute une mécanique évidemment technique, produit, design derrière qui nécessite d'avoir des équipes qui travaillent là-dessus. Et donc pour revenir sur la question de qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'on a levé, un des gros postes de dépenses évidemment c'est l'équipe. On est passé de 2 il y a 3 ans et demi quand on était Steve et moi tous les deux à aujourd'hui plus de 230 personnes dans l'équipe, et ces 230 personnes en CDI à Paris pour la plupart. On a aussi des gens qui sont en télétravail, mais avec des bureaux dans lesquels on est en ce moment qui coûtent relativement cher en plein centre de Paris, etc. En plus, on les a pas utilisés là pendant un petit bout de temps. Mais donc tout ça, exactement. Et tout ça a un coût important. Et puis après, sur la partie marketing et développement commercial, on a commencé en France et maintenant on est présent dans 4 pays européens. Donc en fait, ça paraît beaucoup, 136 millions d'euros, mais quand on veut devenir le leader ou la solution leader pour les PME, pour leur gestion financière sur 4 marchés, en fait, c'est relativement peu. Parce que c'est un très gros marché. Hein, on vise 15 millions de PME. On n'a que 75 000 clients aujourd'hui, donc il reste encore énormément de choses à faire pour se faire connaître. En 3 ans, c'est pas mal. Hein. Pardon ? En 3 ans, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais bon, on est encore loin du compte, donc faut pas se reposer quoi. Tu veux l'amener où, Conto ? Première étape, non, c'est la banque. Il faut rappeler, pas de découvert, c'est ça ? Tout à fait. Donc, pas de prêt ? Exactement. Donc aujourd'hui, on est établissement de paiement. Voilà. Et donc c'est, pour faire simple, à peu près comme une banque, sauf que c'est techniquement et réglementairement pas une banque. Et les deux grosses différences, effectivement, c'est qu'on fait pas de prêt, pas de crédit, pas de découvert. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les fonds déposés par les clients, on n'y a pas accès, on peut pas les toucher, on peut pas les prêter, on peut pas les investir. Ils sont sur un compte de cantonnement, donc c'est un nom un peu barbare, mais donc ils sont pas touchables, pas utilisables par nous. Si ou quand on deviendra une banque, on pourra faire du crédit, du découvert, du prêt, etc. Et on pourra utiliser les fonds de nos clients justement pour faire ces crédits, ces prêts, ces découverts. Et quand tu pitches pour 104 millions, alors là c'est Tencent, donc c'est un groupe chinois, qu'est-ce que tu leur dis ? Ils te posent la question, tu veux aller où ? Oui, ils posent la question, évidemment. Ça a été facile, ça a été compliqué ? C'était déjà on était un peu dans le monde d'avant, parce qu'on était dans le monde d'avant la crise du. Ils sont venus ici ou c'est coronavirus. Oui, ils sont venus ici. On a eu la chance d'avoir, la chance. On a aussi œuvré pour, mais on a eu une super trajectoire évidemment les 2-3 dernières années. Et donc quand on a commencé à pitcher notre série C, c'était en octobre 2019. En fait, on avait déjà été en contact avec pas mal d'investisseurs qui nous avaient dit qu'ils étaient intéressés, qui nous avaient approchés eux-mêmes. Et donc, le processus s'est fait relativement rapidement et de manière organisée. Et donc, rapidement, on a eu plusieurs offres concrètes.
assez proches d'ailleurs les unes des autres. Financièrement, tu veux dire? Financièrement, et avec des considérations un peu évidemment de financières, donc de valorisation, etc., mais aussi d'équilibre entre nos actionnaires existants, les nouveaux actionnaires, les dynamiques de conseil d'administration, donc de board, etc. On a choisi donc l'offre qui était effectivement l'idée par Tencent, et donc ça s'est fait un mois ou un mois et demi, je crois, après avoir démarré le processus, un mois et demi après avoir démarré le processus. Puis ensuite sont écoulées quelques semaines de rédaction de la documentation juridique, et on a signé tout ça le 24 décembre à 15h30. Donc j'étais assez content de pouvoir mettre ça derrière moi au sapin. Avant le sapin, exactement. C'était un beau cadeau de Noël. Vous avez fait la fête avec la boîte? On a fait la fête, mais pas par définition pas le 24 décembre. On a fait ça en janvier. Donc après, on avait besoin d'avoir des autorisations réglementaires, parce qu'évidemment, vu notre activité, on devait avoir le feu vert du régulateur, ce qui s'est fait début janvier. Et on a annoncé notre levée de fonds, je sais plus très bien, je crois le 21 ou le 22 janvier. Au 23 janvier, et quelques jours avant, c'était encore confidentiel, mais on l'a dit à l'équipe lors d'un de nos rendez-vous mensuels. On a fait un petit petite soirée dans les bureaux d'ailleurs à cette époque-là pour fêter tout ça. Donc c'était vraiment super. L'équipe s'en doutait, se doutait qu'on était en train de lever des fonds. D'ailleurs, c'était assez clair pour tout le monde. Mais à la fois le montant et la qualité des investisseurs était une bonne surprise, et donc tout le monde était évidemment très content. Mais c'est compliqué de devenir une banque? Parce que Orange Bank, mais il me semble qu'elle est devenue directement une banque, non? Orange Bank, Orange Bank, c'est un contexte, un schéma. En deux mots, voilà. Oui, bien sûr, mais Orange Bank, en fait, ils ont racheté une banque qui était déjà une banque par décision, qui était Groupama Bank. Et en fait, ils ont racheté Groupama Bank et ils l'ont renommé Orange Bank, et ils ont utilisé les systèmes et l'agrément qu'avait Groupama Bank pour faire leur nouvelle offre. Ce que je veux dire, c'est que c'est quoi qui freine le fait que vous soyez une banque? Parce que je pense la volonté y est, l'argent maintenant est lié. C'est quoi? C'est une bureaucratie? Il y a deux choses qui sont liées. Enfin, en gros, c'est compliqué de devenir une banque pour deux choses. Le régulateur veut s'assurer que toutes les mesures sont prises pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Donc ça va de la lutte anti-blanchiment, le financement du terrorisme, au risque qu'on fasse trop de crédits avec du mauvais scoring, etc., et que du coup on fasse faillite et qu'on perde l'argent des déposants, puisque le principe de la banque, c'est quand même ça la clé, c'est qu'on prête de l'argent qui vient des dépôts d'autres clients. Donc en fait, quand on a concrètement une banque, elle a deux clients, un client qui a 1 million d'euros sur son compte et qui l'utilise pas, en tout cas pas totalement, et puis un autre client qui lui demande un crédit, et puis elle va utiliser une partie du 1 million d'euros déposé par le client A pour le prêter au client B qui lui demande de l'argent, et elle va gagner une marge qui est le taux d'intérêt qu'elle prend entre les deux, quoi. Et donc si jamais elle fait faillite, le client A qui lui avait déposé dans ses livres 1 million d'euros, il perd tout. Et donc évidemment le régulateur il veut s'assurer que il n'y a pas de financement du terrorisme via une banque, il n'y a pas de blanchiment d'argent, etc. Et aussi d'un point de vue sécurité du système et pour l'économie en général, que tout fonctionne bien. Et donc ça, c'est qu'est-ce que tu leur dis je vais te confier mon argent, je suis une start-up, je vais pas faire faillite, quoi. Alors, et du coup, ça veut dire que le régulateur, il demande, et c'est tout à fait normal, il demande beaucoup de détails sur comment on va s'y prendre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sortie de route, pour le dire comme ça. Et donc, il demande pas sur financement du terrorisme. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que les gens qui ouvrent des comptes chez vous et mettent de l'argent chez vous ne sont pas des terroristes? Alors là, on leur explique comment on va s'y prendre, les bases de données qu'on va vérifier, le processus, les documents qu'on va demander, etc., etc. Voilà. Et pour tous les risques entre guillemets, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on doit détailler comment on va s'y prendre pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème, ou en tout cas qu'on va faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça, c'est le premier point, et ça, c'est effectivement un échange
qui prend un certain temps avec le régulateur, avec des questions-réponses où on échange sur comment on va opérer cet agrément. Parce que le problème, c'est pas de devenir une banque, c'est plutôt comment on va être une banque. Donc, c'est un peu comme si, pour avoir son permis de conduire, l'État demandait mais comment vous allez vous assurer que vous n'allez pas conduire en étant en état d'ivresse, ou que vous allez bien respecter les limitations, ou etc. Et donc là, il faut dire moi j'ai des alcotests dans ma voiture, dès que je vais au restaurant ou je sais pas quoi, je vais systématiquement souffler dans le ballon pour voir. Voilà, c'est un peu ce genre de discussion. Alors je prends la métaphore de la voiture parce qu'elle est un peu plus concrète. Ça fait 3 fois. Voilà. Peut-être que la prochaine boîte sera dans l'automobile. Ouais, c'est bien. Et donc voilà. Bon, c'est clair. Hein. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que en fait, au-delà de toutes ces discussions donc avec le régulateur, devenir une banque ou opérer une banque, ça demande beaucoup de choses opérationnelles et techniques à mettre en place. Et donc, si on veut devenir une banque, il faut mettre en place tous les systèmes informatiques, toutes les règles de comptabilité, de reporting bancaire, etc. Et ça prend du temps de développement, tout simplement. Et donc, il y a vraiment les deux choses. Donc, que ce soit Orange Bank dont tu parlais tout à l'heure, ou nous ou d'autres, en fait, devenir une banque, il y a le côté, on va dire, un peu administratif et réglementaire d'échange avec le régulateur, mais il y a aussi toute la partie technique. Et en fait, mettre au point techniquement une banque, ça prend du temps, quoi. Et donc, il y a vraiment les deux. Et qu'est-ce que tu vas dire? Alors, avec Olivier Goua, que j'ai vu hier, je lui ai posé une question, il m'a dit, c'est marrant parce que c'est une phrase que j'avais employée au tout début d'octobre. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux utilisateurs qui ont le syndrome de Stockholm avec leur banque? Comment tu convaincs un utilisateur? Alors, il ne peut pas tout faire avec Conto, bientôt peut-être, mais il fait déjà une bonne partie. Enfin, si tu n'as pas besoin de prêt et si tu n'as pas besoin de découvert, tu peux aller 100% chez Conto. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Je dis que il y en avait 75 000 avant vous qui pensaient un peu comme vous et qui ont retrouvé le sourire et qui se sont, on va dire, délestés de cette charge mentale bancaire, on va dire ça comme ça, qu'ils avaient avec leur banque traditionnelle. Et voilà, si vous regardez les avis sur les App Store, sur Trustpilot, où on est la banque ou néobanque la mieux notée, c'est que je l'ai noté, en Europe. Vous êtes à entre 4,7 et 4,8 en fonction des plateformes. Ouais. Et est-ce que tu sais combien ont SG, LCL et BNP? 3 étoiles, 2 étoiles. Alors, SG 1,3, LCL et BNP 1,4. Ouais, c'est un des points qu'on regarde depuis le début. C'est fou, qu'on avait bien même. En tête. C'est complètement fou qu'on avait bien en tête quand on a lancé Conto. C'est le NPS, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc le Net Promoter Score, qui est ça c'est assez connu, mais pour ceux peut-être qui connaissent pas, c'est la question sur une échelle de 1 à 10, combien recommanderiez-vous le service, donc Conto en l'occurrence, autour de vous. En fait, selon qu'on répond entre 1 et 6, on est considéré comme des détracteurs, 7 et 8 neutres, et 9 et 10, on est considéré comme promoteurs de la marque ou du service. Et en fait, quand on fait donc ce test, ou cette question, les banques traditionnelles, elles ont un NPS nul au mieux, donc c'est nul ou négatif. C'est-à-dire qu'en gros, il y a autant de gens qui sont promoteurs que détracteurs. Et nous, on a un NPS aujourd'hui de 73, donc qui est très élevé. Ça veut dire qu'en gros, nos clients, ils sont globalement tous promoteurs. Et c'est ça, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et donc, pour revenir à ta question, une des manières, à mon avis, dont beaucoup de clients nous découvrent, c'est qu'ils en ont ras-le-bol, pour le dire simplement, de leur banque traditionnelle. Et puis un jour, ils se disent maintenant, trop, c'est trop. Je vais regarder autre chose, et puis ils ouvrent un compte chez nous, et puis comme on a eu la bonne idée de faire un compte qui est sans engagement avec un premier mois gratuit, ça engage pas à grand chose par définition d'ouvrir un compte et d'essayer pour voir. Et en fait il y en a beaucoup qui essayent pour voir, et puis ensuite qui adoptent Conto, et puis qui vont potentiellement garder leur compte dans leur banque traditionnelle pendant une phase de transition, ou même peut-être pour plus que ça. Et puis il y en a qui vont du jour au lendemain se dire franchement c'est fini, c'est génial Conto, et donc moi je ferme mon compte en banque. Et je sais pas si tu vois cette pub sur les voitures. Je crois que c'était pour le loto, pour le loto, où il y a quelqu'un qui a gagné au loto et qui va dans son entreprise et c'est au revoir président, et en gros il va en réunion dans son ancienne entreprise, et il se fout un peu de la gueule de son patron parce que comme il a gagné au loto, il s'en fiche un peu de son boulot, et du coup il démissionne
en expliquant qu'il a plus besoin de travailler entre guillemets pour vivre. Et j'ai l'impression que on a eu un peu le même genre de sentiment avec pas mal de clients qui ont posté leur avis sur les réseaux sociaux en disant au revoir, en taguant leur banque, quelle qu'elle soit, leur banque traditionnelle, en disant à moi la liberté, à moi un produit qui fonctionne bien, à moi un super service client, etc., etc. Et donc on a eu beaucoup ça. Quand tu regardes, alors deux trois choses. On parlait de pain point. Quand tu regardes, tu prends mon cas à moi. J'ai une boîte, jamais à découvert. J'ai pas de prêt. Commission de mouvement à l'année, j'ai gueulé. Commission de mouvement 4 000 €. 4 000 € de commission de mouvement. Je suis dans l'e-commerce. Bon, ils gagnent en plus sur la carte bleue forcément. Et d'un, de deux, tu te dis allez, je perds ma carte bleue. Il faut que tu appelles le 0800, enfin je sais pas quoi, le 0892 pour faire opposition. Tu la retrouves, c'est mort. Je pense que vous, c'est aller-retour, non ? Ouais, tout à fait. Tu la retrouves, voilà, c'est ça. C'est des systèmes. Moi, je me dis, à un moment, ça va être compliqué. Alors d'abord, ils le sortent, parce que Hello Bank, etc. Les banques sortent des néobanques. Mais je me dis, à un moment, c'est pas possible, quoi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la typologie de clients que vous avez, c'est sûrement peut-être des jeunes, des entrepreneurs ou. Pas vraiment, en fait. Non. Non, on a, ça c'est intéressant, mais nos clients, ils ont, j'allais dire, de 7 à 77 ans. C'est pas vrai, mais parce que on commence à 18 ans. Mais franchement, on a des gens de tout âge, peut-être entre 18, on va dire, et je sais pas, 70 ans. On a évidemment aussi jusqu'à, probablement, je sais pas quelle est la limite haute de nos utilisateurs, mais en tout cas, on a vraiment de tous âges. Donc, on a des gens qui créent leur boîte à 18, 19 ans, et qui sont dans des incubateurs, etc. Donc on avait au début un peu cette image un peu tech, start-up, etc. Mais on a aussi des médecins, des avocats, des entreprises de transport, de restauration, voilà, il y a c'est des e-commerçants, donc vous pouvez accueillir, vous avez des solutions de paiement. Il y a des e-commerçants. Alors on n'a pas de solution. Mais vous pouvez payer avec Stripe ou Monex. Exactement. Donc Stripe, Adyen, enfin toutes les solutions qui existent et qui, on a beaucoup de clients qui utilisent évidemment ce genre de solutions. Et donc voilà, donc on a à la fois en termes d'âge, c'est assez varié. En termes de géographiquement, en fait, on a des clients dans toute la France. On a d'ailleurs des clients et même relativement à la taille des marchés, on est plutôt un peu surreprésenté. C'est marrant dans les dom-toms par exemple. Peut-être parce que les banques traditionnelles sont encore moins, on va dire, présentes et encore moins, peut-être que le fait qu'il y ait probablement moins d'agences aussi. Enfin, il y a encore moins d'intérêt, on va dire, à être dans une banque traditionnelle, peut-être dans ces territoires. Mais pourquoi vous gagnez autant de clients aussi rapidement ? Parce qu'une néobanque, c'est sûr que l'expérience client, tout ce qu'on a dit, je pense que votre appli doit être top, la réponse en 15 minutes, 7 sur 7, tout doit être top. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous gagnez autant de clients aussi rapidement ? Que par exemple, vous êtes hyper réactif, je sais pas moi, il y a un problème, un ticket, vous répondez. Bien sûr, ouais. Alors moi, avant de te répondre peut-être. Vas-y, c'est l'instant promo. Directement là. Non, justement, c'est pas l'instant promo. J'allais faire promo de quelqu'un d'autre. Vas-y. Non, mais avec Steve, on est très fan de pizza. Ouais. Et je voulais prendre l'exemple et donc d'ailleurs, quand on brainstormait sur nos idées, on allait très souvent dans une pizzeria, bon bref. Mais ce que je voulais prendre comme exemple, c'était l'exemple de Big Mama, les fameuses pizzerias, ou en tout cas chaîne italienne qui fait un énorme carton. Les gens se demandent souvent pourquoi il y a autant de gens qui font la queue devant ces restaurants tout le temps, etc. À la fin, c'est quoi ? C'est une pizza, c'est un plat de pâtes, etc. Bah, en fait, oui, mais en fait, la bonne pizza avec les bons ingrédients, dans un cadre sympa, à un tarif correct, avec de la bonne musique, etc., etc. En fait, faire tout ça, que la pizza arrive chaude, enfin bref, tout ça. Cocher toutes ces cases, c'est ça qui est difficile. Et donc, sur le papier, c'est très facile, mais en fait, le faire et de manière systématique et tous les jours, etc., c'est ça qui est vraiment dur. Et donc, nous, c'est pareil dans le monde de la finance ou de la banque, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est dur, c'est d'arriver, même avec 75 000 clients, à répondre tous les jours en 5 langues,
avec un objectif de réponse en 15 minutes, par email, téléphone, réseaux sociaux, etc., etc., etc. D'ailleurs, nos clients ont pu tester, entre guillemets, la robustesse de notre service, notamment pendant le confinement et la crise du coronavirus. Du jour au lendemain, toute l'équipe a été évidemment en télétravail et on a continué à répondre vite, bien, de manière chaleureuse à nos clients tous les jours, en 15 minutes, etc., etc. Donc évidemment, il y a de temps en temps un message ou un problème qui est pas réglé exactement dans le temps qu'on voudrait, mais la très 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 grande majorité de nos clients, on est exactement dans ce qu'on leur promet et c'est ça qui plaît et c'est ça qui marche, quoi. Donc en fait, sur le papier, dire on fait un super outil, un super service client et des tarifs honnêtes et transparents, les gens se disent ouais bon ok, so what, mais en fait faire tout ça tous les jours dans 4 pays pour beaucoup de clients avec une forte croissance, en fait c'est ça qui est très dur, c'est de maintenir la qualité et la rapidité d'exécution et de résolution des problèmes tout en grandissant. C'est la fameuse scale qui est compliquée, quoi. Et comment tu passes de 0 à 200 dans l'équipe? Ouais, je parle pas. D'abord, il faut embaucher, c'est pas la question. Mais après, il faut très compliqué d'être organisé. Alors, je pense que peut-être Mackenzie, tout ça, ça peut-être un peu aidé. Est-ce que d'abord ton bureau est toujours ouvert? N'importe quel collaborateur peut venir te voir? Oui, bien sûr. Alors, mon bureau est toujours ouvert. J'allais dire, en plus là, en ces temps de télétravail, on utilise Slack, donc une messagerie bien connue, et mon Slack est toujours ouvert. Donc s'il y a une question, enfin mon email et mon téléphone, enfin tout est toujours ouvert, mais donc pas que. Ce que je veux dire, c'est que ton associé que j'ai entendu sur un podcast que j'ai trouvé très intéressant, il disait un truc qui est, on veut devenir big et strong, mais pas big et heavy. Mm-hmm. Voilà, cette lourdeur comme ça, parce qu'après c'est le risque. Moi, ce que je pourrais te poser encore différemment la question, mais voilà, qu'est-ce qui te fait peur, comment on fait, voilà. Bah, c'est sûr que le par définition en grandissant et ce big and strong et pas big and heavy, c'est la tagline ou en tout cas la formule qu'on a utilisée dans un des All-Hands, donc les réunions mensuelles qu'on fait avec toute l'équipe. Il y a 3 mois, je crois que c'était au début c'était en avril. Et ça, effectivement, ça traduit bien le fait que, j'allais dire inexorablement, en ayant de plus en plus de clients, en étant de plus en plus de pays et en ayant une gamme de services et des intégrations qui se rajoutent, c'est assez naturel qu'il y ait plus de gens dans l'équipe. Même si évidemment on essaie de faire en sorte d'être les plus efficaces et les plus agiles possibles, et donc cette équipe qui grandit ou cette équipe qui grossit peut impliquer, et c'est le risque évidemment, des lourdeurs, des problèmes de communication, des problèmes de responsabilisation des uns et des autres, etc. Et donc c'est effectivement un des gros défis pour nous, et on en parle très souvent avec Steve, donc mon associé, de rester une start-up quand même, pour rester agile, rester start-up. On appelle ça le day one spirit, donc de s'assurer que tout le monde, y compris, et c'est aussi un des défis, y compris les gens qui nous rejoignent maintenant, et encore cette envie, cette animation, cette énergie d'aller vite, parfois de faire des erreurs, de corriger, d'apprendre, etc. Et parce que évidemment, c'est plus difficile de faire ça quand on rejoint une entreprise qui a levé 136 millions d'euros, qui a déjà beaucoup de clients et qui a des grands bureaux, etc., que quand on rejoint une start-up où, en gros, on est très serré dans une petite salle parce que les bureaux sont trop petits, etc., etc. Donc voilà, donc il faut qu'on arrive à garder cette frugalité d'une certaine manière et cette envie de vouloir aller vite et efficacement pour, encore une fois, servir au mieux nos clients, quoi. La plus grosse erreur de Conto à l'heure actuelle? Franchement, sans ça se passe comme vous prétention, ouais. Ça se passe comme c'était. Je touche du bois, comme on dit, même si je crois que cette table n'est pas vraiment en bois. Non, mais je pense qu'on n'a pas fait de grosses erreurs, ou en tout cas, on n'en est pas conscient. On les découvrira peut-être plus tard. Il y a quelque chose qui te fait peur, par exemple?
Je pense que ce qui est, c'était ce dont on discutait là, c'est que je pense que le gros défi, c'est comment on arrive à scaler ou à faire grandir cette organisation humaine pour avoir entre guillemets le bon côté d'une entreprise qui a bien grandi, qui est présente dans plusieurs pays, qui sert énormément de clients, etc., qui est plus robuste aussi, qui est plus qui est moins fragile qu'il y a quelques années. Mais sans avoir, donc c'était vraiment le big and strong, hein, mais sans avoir le côté, il y a 15 niveaux hiérarchiques, il faut valider 6 fois avec 5 personnes différentes, dans 3 comités différents. Enfin, je caricature, mais évidemment, on a évidemment pas envie d'avoir ça, et donc on se creuse assez régulièrement la tête avec Steve pour voir comment on fait pour que ça n'arrive pas. Donc à la fois de bien donner la bonne autonomie, les bons outils à tous les niveaux de l'entreprise pour que chacun se sente responsable et capable de prendre des décisions, d'avancer, de faire des choix, éventuellement de faire des erreurs, mais encore une fois de les corriger après, etc. Donc je pense que dans nos valeurs, donc les 4 valeurs de Conto sont en anglais, mais qui sont ambition, teamwork, mastery et integrity, qu'on vit, j'allais dire, au quotidien, et qui chacune d'ailleurs à leur manière, chacune de ces 4 valeurs nous pousse à pas devenir une grosse boîte dans le mauvais sens du terme, quoi. Et donc de rester, d'avoir l'ambition d'aller vite, de faire quelque chose d'assez incroyable, mais aussi dans un temps et avec des moyens, on va dire, optimisés. Le teamwork, c'est évidemment que tout ce qu'on fait, il faut le faire non seulement ensemble, comme on le dit souvent, mais surtout, il y a vraiment une question de rythme et de tempo, un peu comme dans un orchestre. En fait, il suffit pas d'avoir un bon pianiste et un bon, saxophoniste. Il faut qu'ils jouent en même temps, parce que sinon la musique n'a aucun intérêt. Ou comme dans une équipe de foot, par exemple, il suffit pas d'être très bon seul ou de faire des bons tirs, mais il faut bien se coordonner, bien se passer la balle, parce que sinon ça sert à rien. Donc voilà, donc le rythme, le tempo est vraiment important, la cadence, etc. Et puis sur la partie mastery, qui est une valeur très importante chez nous, c'est de vraiment se dire, en fait, chacun à son poste, dans son rôle, dans son domaine, va s'entraîner et aussi prendre du recul de manière régulière sur ce qu'il fait pour voir comment devenir meilleur. Donc comment devenir meilleur quand on fait une campagne marketing, comment devenir meilleur quand on est développeur et qu'on veut tous les jours, toutes les semaines se dire je suis devenu meilleur développeur. Pareil quand on est un commercial, c'est de se dire là je me rends compte aujourd'hui que ce truc là que je faisais pas avant, en fait ça marche mieux pour expliquer le produit ou convaincre des clients, et d'en être conscient, et du coup de se dire waouh, non seulement aujourd'hui j'ai signé 3 contrats ou 5 contrats ou je sais pas quoi, mais surtout je suis devenu meilleur sales. Un peu comme si on est encore une fois, si je prends un joueur de foot ou de tennis ou un pianiste. En fait, on va, je sais pas, prenons le joueur de tennis, on va se dire c'est marrant, je réalise que en mettant mon poignet un peu plus comme ça, j'ai plus de force et je fais un meilleur coup droit. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que chacun dans l'équipe se dise pas aujourd'hui je fais des super coups droits. C'est qu'ils disent aujourd'hui je fais des super coups droits et je comprends pourquoi. C'est parce que j'ai mis mon poignet un peu comme ça, et du coup je vais pouvoir répéter ce geste et même potentiellement la semaine prochaine tester un truc encore un peu différent pour voir si je peux pas être encore un peu meilleur en coup droit. Et c'est vraiment cette amélioration continue et consciente qu'on a envie de développer, et c'est ça qui permet c'est ce que je vis tous les jours dans l'e-commerce avec toutes les stats qu'on a, les A/B tests et compagnie, parce que tu vas changer un demi-truc et un impact qui peut être énorme. C'est ça qui est très agréable. Tu disais, il faut aller vite. Alors c'est le principe de la start-up, l'agilité, la rapidité, la réactivité. J'ai l'impression aussi que vous avez créé Conto en time to market. Je suis pas sûr que aujourd'hui vous auriez eu le même succès qu'il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a quand même beaucoup de monde maintenant aujourd'hui. Ouais, je pense que 3 ans, c'est 3 ans, quoi.
timing is everything, c'est pas complètement faux, quoi. Donc timing is everything, c'est un peu galvaudé, mais franchement, je pense que je vois sur quelques expériences que j'ai pu avoir, que ce soit Wimdu dans la concurrence avec Airbnb, que ce soit Smokyo, dans un genre évidemment très différent, Conto. On a tous plein d'exemples de boîtes qui se sont montées trop tôt ou trop tard. Alors c'est pas qu'une question de timing, il y a évidemment aussi l'exécution, mais souvent c'est quand même lié. Et effectivement, nous on a créé la première offre, on va dire, de néobanques à destination des PME en France et en Europe. Et on a été suivi ou rejoint par d'autres depuis qu'on a lancé. Et oui, aujourd'hui, il commence à y avoir pas mal d'offres. Alors, c'est des positionnements un peu différents. C'est pas forcément exactement la même chose que les uns les autres. Non, mais c'est sûr que, en tout cas, là, on est probablement leader de ce marché. Si on se lançait aujourd'hui, ce serait probablement beaucoup plus difficile de devenir leader. On aurait avec un marché où il y a déjà des acteurs. Non, mais quand tu vois les N26, quand tu vois les Revolut, quand tu vois une Valo, Revolut, pas 5 milliards et demi, tu te dis que les fintechs sont quand même à la mode. Quand je dis hier, je vois October, je me dis qu'October le prêt, vous, la banque, je me dis, est-ce que les banques, elles ont mangé leur pain blanc? Je parle de la banque qui va pas switcher parce qu'à un moment tôt ou tard elle va switcher vers une néobanque peut-être. Ouais. Je parle de la banque traditionnelle. Je pense qu'il y a tout évolue et peut évoluer assez vite, surtout quand on voit une crise quand même très 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 aiguë qu'on a vécue, qu'on est en train de vivre avec le coronavirus. Je pense que ça peut aller vite. Ce que je veux dire, c'est que le marché peut aller vite dans un sens ou dans l'autre, entre guillemets. Je pense que c'est difficile de tirer des conclusions générales sur le secteur bancaire, sur le marché, etc. Ça varie aussi pas mal d'une région à l'autre. Typiquement entre Europe, États-Unis. Par exemple, les néobanques, peut-être paradoxalement, sont beaucoup plus présentes et fortes en Europe qu'elles le sont aux États-Unis. Pour une fois, les États-Unis suivent un peu l'Europe. Ouais. Les exemples que tu as cités, N26, Revolut, etc. sont oui, des d'un autre côté, aux États-Unis, tu es habitué à ce que ça soit ouvert 24 heures sur 24 et qu'il y ait des horaires qui soient. Alors, je sais pas sur les. Non, je crois que. Ouais. Non, je pense qu'il y a d'autres raisons aussi. C'est qu'aux États-Unis, la réglementation fait que c'est un point important, mais que les agréments ou les licences bancaires sont en fait État par État. Donc dans les 50 États des États-Unis. Et donc, si on a une banque, par exemple, dans l'État de New York, on peut pas vendre son service. Au Texas ou en Californie, il faut avoir aussi un agrément au Texas et en Californie. Donc c'est plus lourd. De ce point de vue-là, l'Europe est plus facile pour se développer que les États-Unis. Et puis probablement aussi que il y a sûrement plusieurs facteurs, mais tout ça pour dire que je pense que évidemment les grandes banques traditionnelles ont encore de beaux jours devant elles pendant encore pas mal de temps. C'est un énorme marché. Nous, sur les 15 millions de PME qu'on cible dans nos 4 pays européens, je disais, on a 75 000 clients et 99,9% du marché, il est encore évidemment chez les banques traditionnelles. Et donc, ça va baisser forcément dans les prochaines années, mais elles sont encore évidemment très, 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 très présentes sur tous ces segments. Et certaines vont sûrement réussir à mieux s'adapter, se digitaliser, se réformer que d'autres. Celles-là seront sûrement en bonne position d'ici quelques années, et d'autres qui vont pas réussir à faire ça, elles, évidemment, vont avoir beaucoup plus de problèmes. Mais pourquoi les trois quarts des néobanques ne sont pas rentables? Pourquoi? C'est pas assez. Aujourd'hui, vous êtes profitable? Non. Donc, si tu deviens, je crois que c'est Revolut qui a 10 millions de clients. Je sais pas, mais c'est effectivement le chiffre qui circule, je crois. Ouais. Imagine que demain vous ayez 10 millions de clients. Ouais. Elle y va direct la profitabilité.
Ouais, même bien avant, parce que en fait, nous, c'est des clients qui sont des PME. Ouais. Donc, il y a plus de volume, plus de paiements, ils payent, etc. Donc, c'est assez différent comme marché. Et puis, si on avait 10 millions de PME sur les 15 millions en Europe, on aurait 2 tiers du marché. Donc, évidemment, on n'aura probablement jamais. Je sais pas s'ils sont rentables d'ailleurs, peut-être, ouais. Mais peut-être, il y a 2 points dans la rentabilité des néobanques qui sont très différents. Il y a une partie. Enfin, il y a vraiment 2 questions très différentes. Il y a est-ce que unitairement un client est rentable au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et puis il y a une deuxième question qui est globalement combien il faut pour que l'entreprise soit rentable. Donc évidemment, c'est 2 questions très différentes. Nous, dans notre cas, on voit très bien que en continuant notre trajectoire de croissance, on peut être rentable d'ici 2, 3, 4 ans, évidemment selon la trajectoire de croissance. Et donc notre ambition, notre plan, c'est de devenir rentable un jour. Et donc il n'y a pas de stratégie entre guillemets cachée qu'on aurait de faire de la pub ou je sais pas quoi, comme il y a eu à un moment pas mal de modèles qui étaient gratuits, mais on se disait ils vont gagner un jour de l'argent avec de la publicité. Nous évidemment c'est pas notre cas. Nous on a des forfaits, on a des clients qui nous payent et il faut juste qu'on ait beaucoup de clients pour être rentable, et ce beaucoup de clients on espère l'atteindre d'ici 2, 3, 4 ans. Mais le fait est de devenir banque, c'est-à-dire d'autoriser les découverts et les prêts en schématisant, ça va vous aider. Alors, ça va vous donner de l'investissement, évidemment, mais ça va vous aider à aller plus vite dans la rentabilité. Et après, derrière, est-ce que tu peux te dire, une fois que le modèle est basé, est-ce que tu peux te dire, à un moment, je peux attaquer le particulier ou l'assurance ou d'autres produits? Alors, je te pose 10 questions en une à chaque fois. Il y a plein de questions, mais non, je pense qu'on va... déjà, devenir une banque, normalement... ça peut nous aider à atteindre plus vite la rentabilité, sauf, et c'est un gros point, sauf si on fait mal notre métier sur la partie crédit, puisque évidemment quand on fait du crédit on prend des risques, et donc si on prête à des entreprises qui peuvent pas nous rembourser, pour faire simple, évidemment ça va nous faire perdre plus d'argent que ça va nous en faire gagner. Donc c'est pas du tout, c'est un service, c'est un business model où il faut bien faire attention et bien calculer son risque, ses probabilités de ne pas être remboursé, etc., ses taux de crédit, pour qu'à la fin on ait une marge qui soit positive. Et donc c'est pour ça qu'on va se lancer sur ces sujets de manière très graduelle, et donc on va pas passer du jour au lendemain de on fait pas de crédit à on fait des crédits à tous nos clients pour des montants très importants. Au début on va faire des choses je pense qui vont être dans des montants et dans des volumes très, très limités. Le deuxième point, c'est que on a, quand on parlait de la rentabilité, des seuils de rentabilité, une des raisons pour lesquelles on ne va pas être rentable l'année prochaine, c'est qu'on s'étend en Europe. Oui. Si on se disait, on se focalise sur la France et on va être que en France, on serait rentable plus facilement, plus rapidement. Le fait de s'ouvrir dans des nouveaux pays et du coup de rajouter des investissements qui sont pas encore rentabilisés dans ces pays-là, ça repousse d'autant la rentabilité. Donc aujourd'hui, là, je te dis qu'on pourrait être rentable d'ici 2, 3, 4 ans, je sais pas très bien. Si dans 2 ans, on se dit lançons Conto aux États-Unis, c'est probable que ça va repousser encore de 1 an, 2 ans, j'en sais rien, 3 ans, la rentabilité, le seuil de rentabilité, quoi. Et vous pourriez aller sur le particulier ? Sur le particulier, je me disais qu'il y a une troisième question que j'avais oubliée. Sur le particulier, on va pas y aller, en tout cas pas du tout, pas du tout dans nos plans à court terme. Ce qu'on a depuis le départ, ce qu'on a vraiment vu, peut-être qu'on n'en a pas vraiment parlé depuis le départ, mais pour nous, il y a eu un peu 3 vagues de banques. Souvent, je prends cet exemple, mais banque 1.0, qui sont les banques traditionnelles qu'on connaît avec les agences, les réseaux, etc. La banque 2.0, qui sont les banques en ligne, qui sont nées dans les années 2000 pour les particuliers. Donc Boursorama, Fortuneo, Before Bank, Hello Bank, ING, j'en oublie sûrement certaines. En tout cas, c'est celles qui étaient les principales en France. Et puis ensuite, il y a eu les banques 3.0, les néobanques. On a parlé de Revolut et N26, mais il y en a évidemment d'autres. En revanche, toutes ces offres, et donc les 2.0, les 3.0, elles étaient pour les particuliers. Et en tant qu'entreprise, on avait jusqu'à Conto aucun choix, et donc on était obligé d'aller dans une banque traditionnelle,
d'aller en agence pour ouvrir son compte, pour gérer ses finances. En général, on n'avait pas d'application mobile ou même web bien faite, etc., etc. Et donc, c'est exactement ce manque, cette frustration qu'on a identifié, et c'est pour ça qu'on a lancé Conto. Et en fait, on a dans nos gènes et dans nos veines l'idée que les particuliers, ils ont eu globalement pas mal de choses qui leur ont été proposées, mais les PME, c'est un peu les laissés pour compte ou les je sais pas si c'est les laissés pour compte, les dindons de la farce ou les cinquièmes roues du carrosse. On peut le voir un peu différentes formules, mais de la révolution fintech des dernières années. Et en fait, les PME, pour le dire différemment, elles sont trop petites pour être rentables pour les banques et elles sont trop différentes les unes des autres et puis d'un nombre trop limité pour être vraiment intéressantes et voilà et vraiment attirer les banques. Et puis elles sont donc plus compliquées que les particuliers, on va dire comme ça, et moins rentables que les grandes entreprises. Et donc en gros, les banques se sont jamais vraiment bien intéressées ou bien occupées des PME ou des TPE-PME. Et c'est pour ça que nous on s'est dit, tout le monde s'occupe mal des PME parce qu'en fait tout le monde les traite un peu quand ils ont le temps, le vendredi après-midi, enfin je caricature. Et donc nous on s'est dit, pour bien s'occuper des PME, on va s'occuper que de ça. Donc en gros, nous, notre business, c'est que PME, et donc on fait bien les PME parce qu'on fait que ça, quoi. Et les grosses n'ont pas besoin. Les grosses boîtes n'ont pas besoin. Et les grosses, souvent elles ont des systèmes en interne qu'elles ont développés, etc. Et puis elles ont des besoins quelquefois très sophistiqués que franchement auxquels on ne sera pas en mesure de répondre aujourd'hui. Et puis aussi, elles ont les relations avec des banques traditionnelles qui leur permettent de développer des outils et des offres très customisées, très personnalisées pour elles, alors que nous, ce qu'on veut, c'est faire une offre claire, simple, lisible, bien packagée, entre guillemets, et qui soit en quelques clics. On peut ouvrir son compte, on peut tout faire, etc. Un point que j'ai pas mentionné, qui dans nos clients, en fait, on a une grande partie, on a à peu près 30% de nos clients qui sont des entreprises qui se créent avec nous. Et donc, dépôt de capital. Exactement, avec la partie dépôt de capital. Et donc, on est la première étape de la vie de l'entreprise avec le dépôt du capital social et puis ensuite réception du cabis, etc., etc. Et donc, en fait, on a aidé depuis le début de Conto, depuis donc, juillet 2017, des dizaines de milliers d'entreprises à se créer. On a énormément facilité la création d'entreprises en France. Pour l'instant, c'est un service qui est disponible qu'en France, pas encore en Italie, Espagne et Allemagne. Et donc, ce qui est génial, c'est de voir que on permet maintenant à des entrepreneurs de créer leur entreprise 100% en ligne. On a aussi des partenaires avec lesquels on s'est associé, notamment Legal Start sur la partie rédaction de statut, choix du statut, de la forme juridique, etc. Et en fait, avant Conto, on était obligé pour ouvrir, pour créer une boîte, pour créer son entreprise, on était obligé pour la partie dépôt de capital social de se déplacer dans une agence bancaire traditionnelle ou à minima d'envoyer pas mal de documents par la poste. Avec Conto, c'était la première fois en France qu'on pouvait faire tout ça 100% en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans se déplacer de son bureau, de son canapé ou que sais-je. Combien de temps tu déposes alors pas le capital, mais tu ouvres un compte en combien de temps? L'ouverture de compte, c'est moins de 10 minutes. Ça dépend un peu de... Tu télécharges le passeport, tu télécharges... Exactement. Ça dépend un peu du nombre d'actionnaires, du nombre de documents, etc. Mais ça peut aller, on va dire... Tu as ton RIB en 10 minutes. Si on est rapide et organisé, ça prend 5-6 minutes. Si on a un peu plus de temps pour rechercher son passeport... et ta carte bleue, donc il y a le temps de truc, mais tu peux quasiment avoir ton numéro de carte bleue avant? Exactement. Ah oui. Exactement. Ouais, c'est bien. C'est ça. En fait, on peut avoir tout à fait, on peut avoir le RIB tout de suite, le numéro de carte dès validation du compte, et ça prend quelques heures. Dans la journée, t'as tout. Dans la journée. Et puis, on peut-être a la poste, immédiatement le numéro de la carte, donc les chiffres de la carte. Et 3 jours plus tard, la carte reçue par la poste, donc par courrier évidemment. Donc ça va. Donc là, vous êtes affilié avec Visa ou Mastercard ou. Exactement, on a des cartes. Allez, on va passer aux questions perso pour terminer. Qu'est-ce que vous faites, toi et Steve, chez Conto? Ce qu'on fait, c'est plein de choses, mais globalement, on s'est
un peu réparti, on va dire, des grandes fonctions, des grands périmètres. Steve, il est plutôt sur la partie tech, produit et opération, et moi sur le reste, donc notamment toute la partie marketing, sales, et la partie corporate, c'est-à-dire finance, compliance, risque et RH. Tu as une organisation particulière dans la semaine, je sais pas, des journées type ou des semaines type La question, je te pose 2 questions en une à chaque fois parce que j'adore, tu les emmagasines. La deuxième, c'est l'inbox 0. Est-ce que tu es en inbox 0 Comment tu es organisé? Alors, la semaine, il y a différents moments dans la semaine. Ça peut changer d'une semaine sur l'autre, mais en gros, quand je vois une semaine, il y a des moments, on va dire, où je suis entre guillemets tout seul. Et soit je réfléchis entre guillemets à des décisions qu'on doit prendre, etc. Soit je vais relire des documents, des éléments qu'on m'a partagés pour donner mon avis à différentes équipes. Il y a un deuxième type de session où là je suis plutôt avec Steve et on échange sur des sujets stratégiques. On parlait beaucoup tout à l'heure de comment on reste une boîte agile. Efficace, fluide, etc. Donc encore une fois, ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Les recrutements, comment on organise l'équipe, comment on travaille bien, efficacement tous ensemble, ça c'est vraiment important. Et puis ensuite, il y a un troisième type de format qui est évidemment avec les équipes sur différents sujets. Donc que ce soit comment on va doubler notre acquisition en Italie, comment on va comment on va pouvoir lancer notre IBAN allemand, chose qu'on a faite aujourd'hui. Donc ça, on a pas mal travaillé là-dessus avec les équipes internationales et Allemagne. Comment on va, donc ça peut être sur évidemment plein de sujets, des sujets un peu terre à terre comme dans quels locaux on va déménager quand ceux-là seront trop petits, à comment on va répondre à ces questions du régulateur sur la licence bancaire, etc., etc. Donc il y a tout un tas de sujets. L'inbox. Sur l'inbox. Pas la routine, l'inbox. Non, parce que c'était une bonne question parce que je suis très inbox 0 et j'étais pas trop avant, mais depuis quelques mois maintenant, je m'y tiens et c'est vraiment à la fois efficace et surtout, évidemment, il y a un côté décharge mentale. Tu le fais plutôt avec Human ou tu le ferais plutôt avec Outlook? Non, je le fais tout simplement avec Gmail. D'accord. Et donc voilà, très concrètement, quand j'ai des emails, je les lis quasiment, je sais pas, instantanément. Enfin, en tout cas, si je peux. Alors, je sais que certains disent qu'il faut pas faire ça, mais moi, je fais quand même ça. Et en gros, soit je peux répondre très vite à l'email et je le fais, soit sinon je les star, donc je les sauve comme je les sauvegarde comme email important à regarder plus tard. Et puis ensuite en fin de journée j'essaie de cleaner l'inbox et je me fixe et j'y arrive plutôt bien le vendredi en fin de journée d'avoir cleané toute mon inbox et donc d'être à inbox 0. Et tu bosses le week-end? Avant le week-end. Malgré ça, alors c'est ce que j'allais dire, malgré ça je bosse quand même le week-end et ça peut t'arriver, par exemple ce soir tu rentres, tu vas bosser ou tu manges et tu bosses ou tu te détends? Je vais dîner, faire dîner ou coucher mes deux enfants. Ça peut être ma femme aussi, mais ce soir en l'occurrence ça va être moi. Et je vais sûrement travailler un peu après. Il y a travailler, c'est-à-dire qu'il y a travailler devant son ordi, envoyer des emails, regarder des documents, et il y a travailler où objectivement, même quand je travaille pas, je pense quand même beaucoup à Conto. Et donc sans être devant un ordinateur ou je peux être, on va dire, dans le métro. En écoutant de la musique et je vais quand même travailler parce que je vais penser à des trucs qu'on m'a dit ou auxquels et donc j'ai un peu du mal, j'avoue, à complètement débrancher, quoi. Est-ce que tu peux me donner 2 ou 3 étapes de ta vie t'ont marqué? Je pense que on en a parlé, mais je pense que le partir de Wimdu et me dire je veux monter ma boîte et en fait maintenant évidemment on peut toujours changer d'avis après, mais je me suis dit je pars maintenant il faut monter une boîte, quoi. Donc ça c'était pas évident d'ailleurs, mais ça c'était une étape importante. Je pense que l'aventure Smokyo a été très importante, et alors c'est difficile d'identifier un moment, mais je pense que comme souvent quand même dans ce genre de projet, la levée de fonds, donc on a fait une seule levée de fonds avec Smokyo, mais ça a été un moment important parce que
Là, on passe vraiment à un point de non-retour, c'est-à-dire qu'au début, on discutait entre guillemets un peu avec Steve, on avait mis un peu d'argent quand même pour faire un premier prototype, mais évidemment, si on n'avait pas levé d'argent, on n'aurait jamais vraiment poursuivi dans cette voie. Et donc là, on s'est dit on a levé 600 000 euros, là, on y va. Et donc maintenant, on est vraiment entrepreneur. Je me souviens à l'époque, ça nous énervait beaucoup parce que les gens nous demandaient toujours alors comment va ton projet, etc. Et je me souviens, on disait mais c'est quand même bizarre, on a levé 600 000 euros, les gens nous emmerdent entre guillemets à dire comment va ton projet, alors que maintenant, on a levé 600 000 euros, c'est plus un projet quoi, c'est une boîte, on est en train de on produit des objets qu'on vend, on a embauché quelques salariés, etc. Donc pourquoi les gens nous parlent de projet, bon bref. Et donc c'est vrai que ce passage un peu de je me dis entrepreneur, mais en fait, concrètement, il n'y a pas encore vraiment d'entreprise, de bureau, de je sais pas quoi. Ah, tout d'un coup, en fait, maintenant, je suis vraiment entrepreneur, quoi. Il y a vraiment. Je suis pas un imposteur. Je suis pas un imposteur. Et il y a au sens, je suis pas un imposteur et surtout, que ça marche ou que ça marche pas, j'aurais vraiment essayé de monter une boîte et il y a une boîte qui aura existé un moment. Alors, est-ce que ça va marcher bien, très bien, pas du tout, on verra, mais au moins, il y aura eu vraiment un truc qui aurait été lancé. Donc ça, c'était un super moment. Je pense que la session de Conto, peut-être la puce révélateur, mais la session je vais l'enregistrer, je la ressortirai. La session de Smokyo, ça a été une super étape aussi. À la fois parce qu'on s'est dit, on a bossé franchement énormément pendant 2 ans, et là on voit les fruits de notre travail, parce que financièrement on a gagné de l'argent, et en gros quand même pendant les 2 ans de Smokyo, on s'était quasiment pas payé avec Steve, donc ça commençait à faire pas mal de temps sans se payer, et ça nous a franchement donné une super impulsion pour repartir ensemble et remonter une boîte ensemble. Si Smokyo avait pas marché et que on avait levé les 600 000 euros et qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on avait fermé la boîte, franchement, je pense je sais pas si on aurait remonté une boîte, mais probablement on n'aurait pas remonté une boîte ensemble à ce moment-là, quoi. On se serait dit, on a besoin de souffler, de respirer, de je sais pas quoi. Et donc là, la beauté, c'était un peu ce que tu disais toi-même tout à l'heure, je crois, mais la beauté, c'est que non seulement ça a été un succès, un premier succès, mais surtout ça nous a donné une super impulsion pour repartir assez rapidement tous les deux et nous a donné une espèce de confiance et de solidité dans notre duo d'entrepreneurs, pour pas dire dans notre couple, qui fait qu'on est reparti assez rapidement ensemble, quoi. Tu sais ce que j'adore, moi, c'est le fortuit, c'est-à-dire que cet anniversaire à 30 ans, si tu n'étais pas allé, parce que tu parles d'étapes, mais finalement l'anniversaire où tu étais ta copine à 30 ans, si Steve était pas venu, tout aurait été peut-être différent. Ouais, probablement. C'est sûr. Ouais. Probablement. Est-ce que tu as des mentors, quelqu'un qui t'impressionne, que je pourrais connaître, à qui tu as besoin de parler ou... Pas vraiment de mentors, mais j'ai des business angels qui nous ont bien accompagnés. Donc Fred Potter dont tu parlais, il est toujours dans la... Alors Fred Potter, il avait investi dans Smokyo. Dans Smokyo. Et il a investi dans Conto aussi. Et donc c'est intéressant de l'avoir, enfin qui nous ait suivis, on va dire, sur ces deux aventures complètement différentes, et qui est un super entrepreneur. Voilà, donc c'est génial d'avoir des gens comme lui. Tu me parlais aussi de Céline Lazorte, qui est aussi un investisseur chez Conto. Et donc c'est super d'avoir des gens comme ça autour de nous. Je dirais pas que c'est des mentors, mais c'est plutôt des gens avec qui c'est toujours intéressant et aussi sympa de discuter, d'avoir leur point de vue. Évidemment, ils ont monté des business, ils ont vécu à peu près le même genre de galères ou de challenges, et donc c'est super de pouvoir apprendre de ces gens-là. Puis autour de moi, j'ai quelques personnes aussi. Alors, c'est un cousin, mais Frédéric Jousset qui a monté Webhelp, qui est un des cofondateurs de Webhelp, qui est un peu plus âgé que moi, mais j'ai vu le Webhelp qui a été démarré en 2000, exactement, donc il y a 20 ans maintenant. Je me souviens très bien leur début avec son associé Olivier Duhat, c'était évidemment une start-up, donc ils étaient tous les deux, et puis voilà, et puis maintenant c'est une boîte dans laquelle il y a je sais plus tout d'un coup, mais je crois 50 000 employés, donc un énorme succès.
qui a en plus grossi en rachetant des boîtes dans pas mal de pays, etc. Et donc c'est intéressant de voir ça, et ce qui est vachement intéressant, c'est en fait de connaître les personnes dans leur vie, on va dire privée, de voir qu'en fait c'est dur, enfin monter une boîte c'est dur pour tout le monde. En fait, quelquefois on a l'impression que c'est facile, mais en fait c'est dur pour tout le monde. On passe toujours par pas mal de bas, même s'il peut y avoir des hauts et des très hauts. Et puis que par définition, au tout début, il y a rien, quoi. Et donc souvent, en fait, on entend parler des boîtes et des succès quand ils ont levé beaucoup d'argent, quand ils sont très gros, que ça marche très bien, etc. Mais c'est bien aussi de se souvenir qu'au début, il y avait rien. Et donc c'est d'autant plus facile d'avoir ça en tête quand on a vu soi-même des gens qui sont entre guillemets partis de rien et qui ont construit des super aventures. Tu touches vraiment au cœur du podcast. Moi, les gens me posent la question, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je suis à Marseille, je monte à Paris voir des entrepreneurs ? Parce que je suis passionné de comprendre comment les gens, la combinaison, il s'appelle la combinaison pas pour rien, j'essaie de comprendre comment on arrive là, comment on arrive à la personne que j'ai en face de moi. Pourquoi d'autres vont arriver, d'autres ne vont pas réussir. C'est ça qui est le succès. Il y a une sorte de aura peut-être d'un côté, il y a une sorte d'implication, il y a tout un tas de choses. Moi, ça me passionne. Ouais, enfin, je pense qu'il y a un mix de plein de choses. Il y a évidemment, et ceux qui disent le contraire, franchement, disent n'importe quoi, mais il y a évidemment de la chance aussi. Alors, tu me permets de te couper ? Parce que, comme je l'ai dit au tout début, tu réponds avant que je les pose. Je te pose la dernière question du podcast, qui est une tradition, parce qu'un jour, je vais faire un mix de toutes ces réponses. Mais ça, c'est exactement ce que tu vas dire. Vas-y. Finalement, c'est quoi la combinaison pour devenir Alexandre Pro ? Du travail, tu vois, on va y revenir, hein, du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience ou de la persévérance, de la passion ou le tout ? Alors je pense qu'on est arrivé à la réponse que tu allais me donner. Oui, bien sûr. Non, il y a un peu de tout dans les mots que tu as utilisés. Il y a évidemment de la chance. Il y a, je pense, beaucoup de persévérance et d'énergie. Ça prend franchement beaucoup d'énergie, beaucoup de résilience. Je pense que je suis très tenace. Quelquefois peut-être trop, mais enfin en tout cas peut-être un peu entêté. Mais je pense que ça c'est important. Ouais, pugnace, je sais pas, mais en tout cas, pugnace, il y a un peu un côté bagarre, mais tenace, c'est plus le côté, je vais pas lâcher, quoi. Donc, mais il y a des rencontres, des rencontres, des opportunités, enfin, que ce soit de retrouver Steve entre guillemets, ça a joué, et puis il y a aussi la vie personnelle, influe aussi sur les choses. En l'occurrence, quand j'ai monté, quand on a monté Smokyo, ni lui ni moi on avait d'enfants. Aujourd'hui on a chacun, on a tous les deux des enfants. Est-ce que si on avait eu des enfants à l'époque, le côté risque, le côté famille, puis aussi le côté juste temps libre, etc. Est-ce qu'on se serait lancé ? Donc voilà, il y a plein d'éléments évidemment. Je pense que notre parcours, le fait qu'on ait appris pas mal de choses dans nos études, dans nos premiers jobs. On s'est aussi dit, on a peut-être un background qui fait qu'on peut tenter l'aventure entrepreneuriale, et puis au pire, au bout d'un an ou deux ou trois, on pourra retrouver un job grâce à notre CV, grâce à notre formation, etc. Donc ça a joué aussi. Globalement, c'est un peu de tout ça. Un peu de tout. Alex, merci pour tout. Écoute, j'ai passé un super moment. Je pense que ça s'est vu, les échanges, etc. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et
Puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.